donc notre association en France-Palestine Solidarité, donc on s'est dit qu'il y avait une nécessité absolue de pouvoir réunir aujourd'hui une partie des membres de la délégation qui s'est rendue ces derniers jours aux portes de Rafah, au passage de Rafah, pour pouvoir témoigner, expliquer ce qu'ils ont vu et bien sûr aussi voir aussi qu'est-ce qu'on pourra faire ensuite, les moyens d'action, de levier nous avons. Voilà. Donc je ne vais pas être plus longue, je vais juste vous présenter donc Anne Toyon, donc, qui est présidente de l'association France-Palestine Solidarité. Et donc qui va tout simplement introduire le débat et l'animer. Eh bien, à mon tour de remercier le groupe local de Nanterre de cette invitation. J'étais déjà là il y a 2 semaines pour les 6 heures qui en sont 8 ou 10, je ne sais plus. Des mots que j'aurais préféré ne pas prononcer. Le mot 4 mois. 4 mois d'horreur. 4 mois qu'Israël s'est engagé dans cette entreprise de vengeance. 4 mois d'une guerre qu'on voudrait nous faire passer pour une guerre d'Israël contre le Hamas et qui est en fait une guerre d'Israël contre tout le peuple palestinien. On le sait bien, c'est tout le peuple palestinien qui est visé. On ne parlera pas beaucoup de la Cisjordanie ce soir. C'est pour ça que je veux juste, dans ma courte introduction, que nous n'oublions pas la Cisjordanie, que nous n'oublions pas les camps de réfugiés qui sont saccagés jour après jour par l'armée d'occupation et que nous n'oublions pas les prisonniers politiques. 4 mois d'une entreprise que nous avons très rapidement qualifiée de génocide. Un génocide à huis clos, mais un génocide qui, pour la première fois, est filmé en direct par les propres victimes. En direct par les propres victimes, mais en même temps sans témoin. C'est complètement paradoxal. Sans témoin, parce qu'Israël ne laisse rentrer aucun journaliste dans la bande de Gaza, et que les journalistes palestiniens qui sont sur place sont particulièrement ciblés. Il y a 120 journalistes qui sont déjà morts. Ils sont ciblés, eux, mais leurs familles aussi. Leurs maisons sont détruites, leurs familles, leurs enfants, leurs femmes sont ciblées également. Et si nous qualifions l'attaque, l'agression d'Israël à l'encontre de la bande de Gaza de génocide, c'est pas pour faire les malins, c'est pas pour faire le buzz. C'est parce qu'il existe des textes en droit international, la Convention de prévention du génocide, qui définit de manière très claire ce qu'est un génocide. Ce sont les actes commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Et si l'on considère ce qui se passe dans la bande de Gaza depuis 4 mois et ce qui se préparait avant, on peut effectivement considérer qu'il s'agit d'un génocide en cours à Gaza. L'association Euromed Monitor estime le nombre de morts à l'heure actuelle à plus de 35 000. Parce qu'il y a ceux qui meurent à l'hôpital et il y a tous ceux qui sont sous les décombres. 35 000, dont 14 000 enfants et 8 000 femmes. Plus de 70 000 blessés. 2 millions de déplacés, c'est-à-dire la quasi-totalité de la population. Déplacés 1 fois, 2 fois, 3 fois, certains 4 fois. Et puis, 80 000 habitations détruites totalement et plus de 200 000 détruites partiellement. Je passerai sur toutes les autres destructions. Et à Gaza, on ne meurt pas seulement sous les bombardements, on meurt de faim, on meurt de soif à cause du blocus total, on meurt aussi de défaut de soins, mais tout ça, ce sont nos invités qui vont nous en parler. Alors, nous sommes donc très heureux d'accueillir ce soir, alors ils seront 6, pour l'instant ils ne sont que 3, donc 6 parlementaires qui ont participé
à cette délégation qui a été initiée par Éric Coquerel, député La France Insoumise. Donc ils sont 6. Ils reviennent, comme l'a dit Christine, de Rafah. Donc, celle qui est dans son jardin, Sabrina Sebaï, votre députée. Votre députée des écologistes. Ensuite, nous donnerons la parole à Thomas Porte, député de La France Insoumise. Nous attendons également Anne Souiris, sénatrice Les Écologistes. Ersilia Soudet, députée de La France Insoumise. Aklim Elouli, sénateur Les Écologistes. Et Éric Coquerel, député de La France Insoumise. À titre personnel, je voudrais leur dire à quel point je suis émue d'être à leur côté, parce qu'ils font un travail sur la Palestine absolument incroyable. Ils le payent très cher en termes de harcèlement, en termes de diffamation. Rien que ce qui s'est passé hier autour, de l'hommage des victimes du 7 octobre en a été un témoignage. On est quelques-uns à être victimes régulièrement de ces campagnes de harcèlement. Ce ne sont pas des choses très faciles à vivre, mais comme je le disais l'autre jour à Genève, ce qu'ils ne savent pas, c'est que ça décuple notre détermination. Ou alors ils le savent, et à ce moment-là, c'est qu'ils sont pas très malins. Sabrina, je te donne la parole. Merci beaucoup. J'allais dire, s'ils le savent et qu'ils le font quand même, c'est que ce sont quand même de sacrés idiots. Bonsoir à toutes et à tous. Et je vois qu'il y a Akli qui arrive, je crois, donc on sera bientôt au complet. Bienvenue à Nanterre, donc au cœur d'une des villes les plus engagées pour la dignité, pour l'humanité et pour la lutte contre toutes les oppressions. Je trouve que c'était important justement de pouvoir vous accueillir ce soir. Si le conflit entre Israël et la Palestine ne date pas de l'année dernière, je pense que c'est bien de le rappeler aussi, parce qu'on a le sentiment que certains se sont réveillés le 7 octobre et qu'ils ont découvert la situation dans cette partie du monde. Il y aura un avant et un après le 7 octobre. Ça, c'est quelque chose qui a été globalement dit et répété pendant que nous étions en délégation. Je pense que tout le monde a compris qu'il s'est passé quelque chose et que même la communauté internationale, maintenant, ne peut plus fermer les yeux, ne peut plus faire comme s'il ne se passait rien, et il va falloir agir et avancer, et je pense que c'est quelque chose qui a été répété pendant les quelques jours que nous avons passés là-bas. Alors, vous l'avez tous vu, dans une des zones les plus densément peuplées, donc la barbarie incessante, je pense qu'il n'y a pas de mots pour décrire ce qui se passe de ces opérations israéliennes qui ont causé alors, plus de 27 000 morts aujourd'hui qui sont dénombrés. On nous dit qu'il y a 10 000 personnes qui sont disparues aujourd'hui, 66 000 blessés, donc, et tout cela continue à augmenter parce qu'effectivement, il y a maintenant, on est passé aussi à une crise sanitaire extrêmement importante. On nous a raconté quand même que les gens à Gaza buvaient l'eau de la mer directement parce qu'il n'y a plus d'eau potable, donc il n'y a plus rien qui passe à ce niveau-là, donc il va y avoir d'autres morts malheureusement liées à des maladies et bien d'autres choses encore, mais j'y reviendrai. Donc 2 millions de personnes qui sont isolées du reste du monde. On l'avait dit, on avait été plusieurs à le dire, Gaza, c'était finalement, c'est devenu totalement un cimetière à ciel ouvert, alors qu'avant c'était une prison, c'était déjà une prison à ciel ouvert. Maintenant c'est un cimetière, 90% des infrastructures qui sont détruites. On a vu certaines photos qu'on arrive à obtenir sur l'avant et l'après de ce qui reste de certains quartiers dans Gaza, et surtout le nord, mais maintenant on voit bien que même le sud n'est pas épargné. Et puis un seul hôpital, encore réellement en service, qui accueille les blessés de toutes parts et malheureusement aussi énormément de morts. Donc en parallèle, et moi je vais dire un mot quand même sur la Cisjordanie, parce que les opérations de colonisation, elles se poursuivent malheureusement. Les colons sont armés par le gouvernement israélien, donc là on leur fournit des armes, on leur dit d'aller occuper des terres, et donc la colonisation est en train vraiment de s'élargir, et on décompte déjà plus de 300 morts en Cisjordanie.
Donc on voit bien aussi qu'il faut bien sûr être très préoccupé par ce qui se passe à Gaza, mais il ne faut pas oublier que de l'autre côté, il y a aussi un crime de colonisation qui est en train de se poursuivre malheureusement. Alors, moi je remercie mais vraiment Éric Coquerel, donc le député Éric Coquerel, notre collègue, qui a été à l'initiative de cette délégation. Ça faisait des mois qu'il nous avait sollicité pour partir, on avait attendu les autorisations, on a eu un peu de mal et beaucoup de temps pour les obtenir, mais je trouve que c'est important qu'on y aille parce que nous on voulait vraiment voir vraiment de nos propres yeux ce qui se passait là-bas et aller rencontrer les personnes sur le terrain. Donc on y a été avec des messages qui étaient assez clairs et simples à comprendre pour tout le monde. D'abord un cessez-le-feu immédiat et permanent. Ça c'était vraiment le message clé de notre délégation. Et puis bien sûr on a aussi demandé la libération des otages et la libération des Palestiniens qui sont retenus en détention administrative en Israël, donc sans procès, sans rien du tout, de manière totalement arbitraire. On demande également leur libération. Je pense qu'on a été vraiment très clair sur les messages qu'on a pu porter. Alors, au moment, lors des différentes rencontres qu'on a pu faire, donc on est parti jusqu'à cette fameuse porte de Rafah qu'on n'a pas pu traverser, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on était sous haute surveillance, puisqu'on avait des drones israéliens qui tournaient en permanence autour de notre tête pour voir un peu ce qui se passait. On a rencontré les personnes de l'UNRWA, on a rencontré des personnes du Croissant Rouge égyptien avec qui on est parti ensuite sur leurs locaux pour voir justement comment se passait l'aide humanitaire. Mais je pense que ce qui nous a tous marqué assez globalement, mais d'autres y reviendront, ce sont les kilomètres de camions, mais vraiment kilomètres de camions, remplis à craquer d'aide humanitaire qui sont sur les routes et qui attendent de pouvoir passer de l'autre côté de cette porte. Mais je pense qu'on a été choqués parce que on est revenu, c'est quasiment, la nuit était tombée quand on est revenu sur nos pas. On avait des personnes, donc les chauffeurs de camions, qui cuisinaient sur place, qui dormaient sur place, qui attendaient à côté de leur camion pour pouvoir avoir ce fameux sésame, pour pouvoir passer de l'autre côté avec les marchandises qu'ils avaient. Donc ça a été vraiment un choc, je pense, pour beaucoup d'entre nous. Quand on est parti dans les entrepôts, on s'est rendu compte qu'ils avaient ils ont beaucoup innové pour conserver les médicaments, qui ne peuvent pas passer de l'autre côté également, parce qu'il y a certains médicaments qu'il faut conserver au frais. Donc ils ont vraiment usé d'innovation pour pouvoir les conserver. Beaucoup de choses qui étaient refusées par le gouvernement israélien, essentiellement d'ailleurs des choses qui permettaient une autonomie aux Gazaouis. Donc tout ce qui fonctionne à l'énergie solaire par exemple est systématiquement refusé. Même les ampoules, voilà, c'est refusé. Les jouets pour enfants, parce que c'était dans des caisses en bois. Pour eux, ça peut transporter des munitions, donc ça a été refusé. Des générateurs, des filtrateurs d'eau, des réservoirs d'eau, du matériel d'ailleurs que la France a envoyé aussi, des cantines pleines de médicaments qui étaient refusés, donc stockés dans des hangars en attente d'une autorisation pour pouvoir passer de l'autre côté. Et de l'autre côté, des morts chaque jour, avec aussi une difficulté, ça a été dit, pour faire passer des ambulances. Moi je l'ai dit, 7 ambulances par semaine, une par jour pour 66 000 blessés. Je vous laisse faire le compte de comment ça peut fonctionner. Et puis des bombardements incessants sur les camions humanitaires, puisqu'il y a un couvre-feu, donc après 17h, tout camion qui circule est systématiquement bombardé. Et donc ils font traîner toute la journée pour faire en sorte que les camions ne puissent pas passer. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans une situation où on a entre 50 et 180 camions, enfin c'est ce qu'on nous a dit, qui passaient. Moi je peux vous dire qu'on était là-bas pendant plus d'1h30, il n'y a aucun camion qui n'est passé pendant qu'on était sur place. Donc ça prouve bien la difficulté des choses. On a rencontré, je l'ai dit, les gens de l'UNRWA, où je pense qu'on est plusieurs à défendre l'idée que non seulement il ne faut surtout pas suspendre ni arrêter les financements, et au contraire, il faut les augmenter, parce qu'il faut absolument que l'UNRWA puisse continuer son travail sur le terrain. D'autres pays l'ont fait, l'Espagne, l'Irlande, et je ne vois pas pourquoi la France ne ferait pas la même chose, donc on sera plusieurs vraiment à porter cette voix pour continuer le financement de l'UNRWA. Ensuite, on a été à l'hôpital d'El Arish, qui a recueilli près de 400 patients blessés, donc qui arrivent de Gaza. C'est l'hôpital qui a reçu le plus de patients. On a rencontré quelques familles. Moi, ce que je peux vous dire, c'est d'abord, la détresse des personnes qu'on a rencontrées. On a été à l'étage où il y avait les femmes et les enfants, donc en fait, elles n'avaient qu'un seul message, c'était « nous, on veut un cessez-le-feu et rentrer chez nous ». Principalement, le message, c'était celui-ci. On a vraiment vu des familles. Alors d'abord, ce qui marque beaucoup, c'est l'éclatement des familles. Parce qu'en fait, les familles ne sont pas évacuées dans les mêmes hôpitaux.
Donc notamment, on a vu des familles dont la mère est hospitalisée en Égypte, mais les enfants, par exemple, en Turquie ou aux Émirats Arabes Unis. Donc il n'y a pas forcément de connexion et de nouvelles des uns des autres. On a vu une autre famille dont l'enfant était hospitalisé en Égypte et qui attendait pour se faire amputer. Mais comme la mère était hospitalisée aux Émirats Arabes Unis, il ne savait pas s'il devait le transférer là-bas pour l'amputation ou le garder en Égypte pour le faire. Donc on est quand même dans des situations qui sont complètement hallucinantes du point de vue médical, mais c'est vraiment les témoignages qu'on a eus au moment où on les a rencontrés. Et puis bien sûr l'association Palmed qu'on a eu l'occasion de rencontrer, mais ça je laisserai d'autres y revenir plus précisément. Et moi ce qui m'a vraiment choquée, c'est peut-être le témoignage d'une des infirmières qui était présente et qui nous a dit: il faut vous rendre compte de la situation. En fait, quand les gens arrivent à l'hôpital, en fait, il y a des morts, mais il y a aussi des blessés. Et donc, ils font deux sortes de tri. Le premier tri, c'est d'abord séparer les morts des vivants. Et ils le font très vite. Donc ça, c'est la première étape. Et le deuxième tri qui est fait, c'est les patients pour lesquels ils ont les médicaments ou le matériel pour les soigner, et les autres. Et les autres, ça veut dire les mettre de côté et les laisser mourir, parce qu'en fait, ils n'ont pas les médicaments, ni le matériel pour pouvoir les soigner. Et donc, c'est les deux tris qu'ils font principalement, ce qui fait que c'est ce qui augmente aussi drastiquement le nombre de morts chaque jour dans les hôpitaux. On a vu vraiment des médecins d'un courage exemplaire, et je pense qu'ils ont été reçus aujourd'hui au Sénat, peut-être Akli reviendra, et on aura l'occasion, nous, de les recevoir à l'Assemblée nationale très bientôt. Vous dire aussi que le message de cessez-le-feu, il est largement partagé par les associations, je l'ai dit, par les habitants de Gaza, par les autorités égyptiennes qui nous ont dit à plusieurs reprises, nous en fait c'est pas qu'on refuse les gens de Gaza, c'est juste qu'à un moment on veut éviter une deuxième Nakba. On sait que s'ils viennent chez nous, ils ne repartiront jamais. Et d'ailleurs, si des personnes se posaient des questions sur les intentions de M. Netanyahou au départ suite au 7 octobre, je pense que maintenant qu'il a fait évacuer toute une partie des Gazaouis dans le sud, notamment à Rafah, et que depuis jeudi, il bombarde Rafah, je pense que plus personne ne peut douter maintenant des intentions de M. Netanyahou et du fait qu'il veut forcer l'Égypte à ouvrir les portes pour évacuer les Gazaouis et annexer totalement Gaza. Je pense que ça semble assez évident aujourd'hui. Et ceux qui disent le contraire, je pense que c'est vraiment de la malhonnêteté et de la mauvaise foi, évidemment. Donc, pour donner un peu de perspective peut-être, puis après je laisserai la parole, il y a une décision de la Cour internationale de justice. Donc je pense que depuis que cette décision a été rendue, nous en tout cas, on n'a pas vu quoi que ce soit qui a bougé du côté du gouvernement israélien. Donc on attend qu'il fasse des choses suite à ce qui a été recommandé par cette Cour internationale de justice. Aujourd'hui, moi ce que je peux vous dire, c'est, je pense que c'est partagé que les pays qui continuent à armer le gouvernement israélien et à lui fournir des armes et de l'argent, il y a des pays qui arrêtent, le Japon, l'Espagne, il faut saluer, il y a des pays qui arrêtent, vraiment, alors que d'autres ne le font pas. Eh bien, tous ceux qui continuent à le faire sont complices aujourd'hui de ce qui se passe à Gaza. Et je pense qu'il faut le dire et le répéter, y compris pour faire pression sur des pays comme la France, les États-Unis, qui continuent à financer ce gouvernement qui massacre des civils à Gaza. Et bien sûr, nous on continuera à porter, il y a une résolution qui a été déposée, qui sera présentée la semaine prochaine pour demander à ce que la France saisisse la Cour pénale internationale, parce qu'on souhaite aujourd'hui qu'il y ait une qualification stricte et juridique de ce qui se passe à Gaza et que des enquêteurs puissent entrer pour aller voir ce qui s'y passe. Donc je pense que la France se grandirait un peu, vu tous les couacs en termes de communication depuis le début de ce qui se passe, à saisir la Cour pénale internationale. Donc en tout cas, on est plusieurs à l'avoir signé ici et j'espère qu'on pourra aller jusqu'au bout. Et bien évidemment, vous le savez, il y a des négociations qui sont en cours en ce moment, avec l'idée d'avancer sur une trêve qu'on espère longue, puisque l'idée c'est d'aller sur une trêve de 45 jours. Et j'espère qu'on va aboutir, même si on sent que c'est pas fait. Il faut continuer à prier, je pense, et à espérer pour que ça se fasse et qu'on arrive à cette trêve. Mais on est tous très attentifs à ce qui se passe en ce moment, justement, pour obtenir cette trêve, pour permettre à ces camions humanitaires de rentrer à Gaza, de soigner les gens, de leur donner du répit, 45 jours, et peut-être tout le temps, toujours, en fait. Et je pense que c'est ce qu'on espère tous, c'est que les bombardements ne reprennent pas. Et ensuite viendra le temps de la construction, je pense, et ça, on est tous très volontaires là-dessus, pour avancer sur la question, bien évidemment, des deux États, de cet État de Palestine, dont je rappelle, la France a voté 2 résolutions en 2014 au Sénat et à l'Assemblée nationale sur la reconnaissance de l'État de Palestine. Et bien maintenant, il faut passer du vote aux actes. Et en tout cas, vous pouvez compter sur nous pour veiller à ce que la France joue son rôle pleinement dans la reconnaissance de cet État palestinien.
ce sont des ordonnances et c'est obligatoire, ça doit être appliqué. Et tu parlais de complicité, moi j'irais plus loin, les États qui suspendent leur versement à l'UNRWA, pour moi ils ne sont plus complices, ils participent au génocide. Alors j'ai oublié, je vous prie de m'en excuser, Soumia Bouroua était annoncée pour ce soir, elle est empêchée, donc elle regrette vraiment de ne pas pouvoir être là et elle a laissé un message que je vous lirai plus tard dans la soirée. Et maintenant je passe la parole à Thomas Porte. D'abord, je tenais à remercier le groupe local de la FPS d'avoir organisé cette initiative parce que il y a une chape de plomb médiatique en France sur ce qui se passe aujourd'hui en Palestine, et y compris sur le voyage et la délégation que nous avons organisé à l'initiative, et je m'associe à Sabrina pour remercier Éric Coquerel qui travaille depuis plusieurs mois. Il n'y a pas eu le début de compte rendu dans les médias, simplement autour de questions polémiques sur notre voyage, donc c'était important pour nous d'avoir des moments publics pour expliquer le sens de ce voyage, raconter ce que nous avons vu et évidemment dresser des perspectives politiques. Je ne vais pas revenir dans le détail de ce que nous avons vu parce que Sabrina l'a dit. C'est un voyage qui, je crois, pour nous toutes et nous tous restera très longtemps marqué parce que les images, nous les avions déjà vues sur nos téléphones portables, on les recevait, des gens nous envoyaient des vidéos, des photos de la réalité de ce qui se passait là-bas, mais en allant directement à la porte à Rafah, nous avons pu constater cette aide humanitaire qui reste bloquée alors que 20 km derrière la porte, des gens meurent de faim. C'est ça dont il s'agit quand on se rend à la porte de Rafah. Et un élément qui peut paraître anecdotique mais qui m'a beaucoup marqué, c'est que quand on arrive à la frontière, on est normalement sur le réseau téléphonique égyptien. Et quand vous arrivez à la frontière de Rafah, vous avez un texto qui arrive sur votre téléphone portable pour dire que vous basculez sur le réseau égyptien, sur le réseau israélien. Voilà aujourd'hui la surveillance jusqu'où elle va du peuple palestinien et de toutes celles et ceux qui essayent d'apporter de l'aide aux Palestiniennes et aux Palestiniens. Moi, ce que je veux dire, c'est que au retour de ce voyage, c'est la confirmation que nous sommes du bon côté de l'histoire. Que nous sommes du côté de celles et ceux qui veulent la paix, qui défendent le droit international, qui défendent les populations civiles, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur religion. Pour nous, il n'est pas question de faire des différences entre un chrétien, un juif, un musulman. Il est question de ne pas accepter que des populations civiles soient massacrées par une armée aujourd'hui. C'est ça dont il s'agit. C'est aussi évidemment un sentiment absolu de colère quand on sait que des gens meurent de faim et qu'on a des denrées alimentaires qui pourrissent sur le bord de la route. On a vu par exemple des coffres avec des jouets d'enfants être bloqués par l'État israélien. Parce que c'est pas l'Égypte qui décide si tel ou tel camion rentre à Rafah. En vérité, quand un camion arrive, il fait d'abord 50 km. Pour aller dans un point de contrôle géré par les Israéliens, il doit faire 50 km pour revenir. Et si le contrôle est validé, là il pourra rentrer dans la bande de Gaza. C'est ça qui se passe aujourd'hui pour savoir si l'aide humanitaire peut rentrer. Et au moment où on a des gens dans une absolue nécessité, qui n'ont plus accès aux soins, on a échangé avec des médecins le soir qui nous ont raconté des choses qu'on ne pensait pas imaginables. J'ai encore fait une visio tout à l'heure sur les réseaux pour rendre public le témoignage de Imen, une soignante, une infirmière qui était aux urgences dans le dernier hôpital qui fonctionne à Gaza, c'est à côté de Khan Younes, c'est l'hôpital européen, qui raconte très bien ce que dit Sabrina, c'est-à-dire que des gens arrivent, ils posent un corps, elle prend le pouls et elle dit vous pouvez repartir, il est mort. Ou elle fait le tri entre est-ce que je vais soigner cet enfant parce qu'il a pris un tir d'obus et un éclat d'obus dans le tendon d'Achille, c'est pas prioritaire, donc il n'a pas de morphine. Donc on choisit de soigner quelqu'un d'autre. C'est ça ce qui est en train de se passer. Et le retour des maladies qui n'existaient plus à Gaza et dans la bande de Gaza. C'est le retour des maladies comme la gale. Des gens de 20 ans décèdent du Covid aujourd'hui dans les hôpitaux palestiniens qui fonctionnent en raison de la promiscuité, de l'insalubrité, du fait qu'il n'y ait plus de canalisation, qu'il y ait les eaux usées qui sont partout, des gens s'entassent. Autour du dernier hôpital en activité, 35 000 personnes vivent dans les couloirs de l'hôpital. Des enfants courent dans les couloirs de l'hôpital pour récupérer des ballons de baudruche, enfin des gants, et en faire des ballons de baudruche pour s'amuser avec. Récupèrent des seringues, sont au milieu des soignants qui font des opérations. Parce que c'est un lieu de vie et c'est aussi un lieu de protection, encore un peu, pour les populations civiles palestiniennes. Et vraiment, tu as raison, les États qui se sont jetés sur les accusations israéliennes
contre les 9 membres de l'UNRWA qui seraient complices de ce qui s'est passé le 7 octobre. C'est 9 personnes sur 12 000 salariés. Et aujourd'hui, une enquête est ouverte et il n'y a pas les conclusions de cette enquête. Si celles et ceux qui ont fait ça et ont suspendu les financements de l'UNRWA avaient eu autant de rapidité pour arrêter de livrer des armes à Israël, j'en dirai tout à l'heure quelques mots, au regard des preuves accablantes de ce que fait Israël, il n'y aurait plus aucun État aujourd'hui qui livre des armes à Israël. Et on a beaucoup, en France, entendu que les hôpitaux étaient des lieux où se cacheraient des terroristes, des combattants et non pas des civils. Ce qu'ont dit les soignants que nous avons rencontrés, notamment Raphaël Pitti, qui est un médecin de guerre, qui a été en Syrie, qui a été en Ukraine, qui a été au Tchad, au Mali, qui a fait tous les territoires sur les 20 dernières années où il y avait la guerre, il a dit « Je n'ai pas vu autre chose que des civils venir se faire soigner à l'hôpital ». Il a vu des dizaines et des dizaines de civils venus se faire soigner après des tirs de snipers, de soldats israéliens, qui tirent avec des balles à faible intensité, c'est-à-dire pas pour tuer immédiatement, mais pour faire beaucoup de dégâts, blesser les gens et obliger des gens à venir secourir dans la rue ceux qui sont blessés pour pouvoir leur tirer dessus à nouveau. Voilà ce qui se passe aussi dans le territoire de la bande de Gaza et on en a eu un exemple il y a quelques heures avec une vidéo qui a été diffusée sur les réseaux sociaux où une ambulance a été ciblée au milieu d'une rue où il y avait 40 voitures et 300 passants, donc c'est pas un tir au hasard, c'est un tir qui ciblait une ambulance. Et je crois que nous avions raison de dénoncer, y compris avant la décision de la Cour internationale de justice qui vient appuyer juridiquement ce que nous disions, c'est qu'il y a un génocide en cours à Gaza. Et quand vous ciblez les hôpitaux, quand vous ciblez les maternités, quand vous ciblez les civils, quand vous empêchez les gens d'avoir accès à l'eau, à la nourriture, que vous les privez d'accès aux soins, vous les condamnez à la mort volontairement. Et ça s'appelle un génocide aujourd'hui. Et il faut dénoncer le génocide organisé par le gouvernement israélien. L'autre chose qui m'a marqué lors de ce déplacement, c'est le calme qui régnait à la porte de Rafah. Il y avait une espèce de silence devant cette porte où on n'entendait que les drones israéliens qui s'envolaient autour de notre tête, alors que 20 km derrière, il y avait des gens qui étaient massacrés, bombardés. Parce que les 2 jours précédents notre arrivée, l'armée israélienne a ciblé Rafah et a tiré sur des civils, tuant une centaine de personnes en 2 jours. Moi, très sincèrement, en arrivant à la porte à Rafah, je m'attendais à voir un endroit en ébullition, avec des canons qui rentrent, des canons qui sortent, des gens qui essayent de rentrer, de sortir. À 20 km d'une zone de guerre, on n'imagine pas que ce soit le calme plat, comme ce que nous avons pu constater. Ça m'a beaucoup marqué, et ça fait le parallèle avec le sentiment d'impunité qui entoure aujourd'hui le gouvernement et les soldats israéliens. Tu l'as dit, c'est la première fois qu'un génocide est documenté en direct et que les preuves de ce génocide sont apportées eux-mêmes par les gens qui sont en train de commettre ce génocide-là. Nous avons des dizaines d'images de vidéos de soldats israéliens qui se mettent en scène en exécutant des gens. Tout à l'heure, la soignante avec qui j'ai échangé m'a raconté qu'un soignant de Gaza lui avait montré une vidéo où il y avait des soldats israéliens dans une maison. Il disait « Tu vois, c'est ma maison, ça ». Donc les soldats israéliens, y compris, se mettent en scène dans les domiciles des Palestiniens et des Palestiniens. Et on parlait, au départ, la communication, c'était sur le droit à la défense et la légitime défense. Mais quand vous allez sur la mer, sur le bord de mer à Gaza, dresser le drapeau israélien et chanter l'hymne israélien. Quand vous allez dans le Parlement à Gaza, dresser le drapeau israélien et l'hymne israélien. Qui peut encore croire qu'il s'agit d'autre chose que d'une opération de génocide et de colonisation d'un territoire et une volonté affirmée d'expulser l'ensemble des Palestiniens et des Palestiniens. On nous pose souvent la question de qu'est-ce qu'on peut faire, parce que au-delà du témoignage, et c'est important, parce que si les journalistes palestiniens sont ciblés par l'État israélien, c'est pas un hasard. C'est la volonté de pouvoir tuer et assassiner un peuple sans son, sans image, sans bruit. Évidemment que rapporter la parole et les témoignages, c'est très important pour continuer à parler de ce qui se passe. Mais ce qui nous importe, c'est comment on obtient un cessez-le-feu immédiat, qui est la première condition pour que des gens arrêtent d'être massacrés et arrêtent de mourir. Comment on fait pour que l'État israélien, qui est en total roue libre, quand j'entends l'ambassadrice de Palestine hier à la télé dire « nous ne voulons pas de cessez-le-feu », quand j'entends le Premier ministre israélien dire « nous allons attaquer Rafah après avoir parqué 2 millions de Palestiniens sur un territoire qui en occupe d'habitude 250 000 », nous savons que ça va être... Pardon ? Non, juste c'est l'ambassadrice de Palestine.
Non, non, l'ambassadrice d'Israël a dit hier sur BFM TV, je ne veux pas... Ah, pardon. Excusez-moi, l'ambassadrice israélienne qui a dit je ne veux pas de cessez-le-feu. Donc comment on fait aujourd'hui pour imposer un cessez-le-feu? Moi j'ai coutume de dire qu'aujourd'hui, Israël, son gouvernement et son armée sont responsables, mais ce ne sont pas les seuls responsables. Pour agir d'une telle manière, c'est qu'il y a des complicités qui sont évidentes. Évidemment, tout le monde parle à l'État américain, qui est le premier financeur d'armes d'Israël et qui vient de voter 9 milliards d'euros de livraison d'armes, et qui, à chaque résolution au Conseil de sécurité de l'ONU, lève la main pour empêcher qu'une résolution demandant le cessez-le-feu soit votée. Mais il y a aussi des silences qui sont aussi complices de ce qui se passe. Et je crois que toutes celles et ceux qui préfèrent regarder ailleurs, regarder leurs chaussures, plutôt que de prendre position de manière courageuse pour condamner l'État israélien, devront être jugés dans les années à venir. Parce que des États qui continuent à livrer des armes au niveau européen à Israël livrent des armes à un État qui massacre des femmes, des enfants, qui massacre des civils. Et nous n'avons toujours pas la réponse aujourd'hui si l'État français continue de livrer des armes à Israël depuis le 7 octobre. Nous avons posé la question à plusieurs reprises au ministre des Affaires étrangères, M. Séjourné, pour savoir si oui ou non, depuis le 7 octobre, la France, oui ou non, livre-t-elle toujours des armes? A-t-elle toujours une coopération militaire avec l'État israélien? À ce jour-là, nous n'avons pas de réponse. Et la Cour internationale de justice prend des ordonnances qui imposent aux États signataires de faire tout pour qu'elles soient respectées. Et quand vous êtes un État, si vous continuez à livrer des armes à un autre État qui commet un génocide, vous êtes complice de ce génocide. Et la France aujourd'hui doit cesser toute livraison d'armes et toute coopération militaire avec l'État israélien. Je vais dire un mot sur un sujet sur lequel nous sommes plusieurs à être engagés, qui est celui de la présence de 4000 franco-israéliens aux côtés de l'armée israélienne à Gaza. Des gens qui, là aussi, le revendiquent sur le réseau, se mettent en scène sur les points de frontière pour bloquer l'aide humanitaire. Nous avons eu il y a quelques jours un militaire franco-israélien qui a fait le tour des plateaux télé en France sans que personne, aucun journaliste ne lui pose la question de la responsabilité de l'État israélien, de savoir si il était heureux de participer aux côtés d'une armée qui commet un crime de guerre. Personne n'a posé cette question. Il a eu la une du Parisien. Il est allé parler assez ce soir. Aucune question ne lui a été posée. J'ai saisi le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, la procureure de la République, pour que des enquêtes soient ouvertes. Et encore une fois, ce n'est pas pour que les gens soient condamnés sans preuve. C'est pas ça le sujet. C'est pour qu'on sache ce qu'ont fait ces 4000 franco-israéliens. Parce que l'honneur de la France, et en tant que parlementaire, nous ne pouvons pas accepter que des citoyennes et des citoyens français soient complices de crimes de guerre. Nous ne pouvons pas accepter que 4000 de nos concitoyens puissent partir combattre aux côtés de l'armée israélienne et revenir dans le pays comme si de rien n'était. Moi, ce que je demande, c'est que des enquêtes soient ouvertes et que si ces gens se sont rendus coupables, ils soient jugés par l'État français et qu'ils soient condamnés pour les actes qu'ils ont commis aujourd'hui aux côtés de l'armée israélienne. Et enfin, je vais terminer sur une chose que tu as évoquée qui nous arrive à toutes et tous, c'est les menaces, les intimidations, les attaques, la diffamation. Le peuple palestinien peut compter sur nous. Et malgré tout ce qui se passe, nous ne baisserons jamais les yeux. Nous ne baisserons jamais la tête face à ces gens-là et nous serons toujours aux côtés du peuple palestinien pour défendre ses droits, son droit à exister et ne jamais accepter qu'ils soient massacrés aujourd'hui par un État qui est un État colonisateur. Merci. Tu l'as dit, pour l'instant, Séjourné ne donne aucune réponse, mais je crois savoir qu'au moins toutes les deux, vous saurez, il sera auditionné la semaine prochaine et nous vous faisons confiance pour lui poser, entre autres, la question de l'armement. Et puis, l'ex-ministre des Affaires étrangères avait dit que nous ne livrions que des armes non létales à Israël. Donc c'est peut-être aussi une question à lui poser. Donc je vais passer la parole à Ercilia maintenant. Camarades, bonsoir. Permettez-moi d'adresser aussi des remerciements à la FPS de nous permettre de nous réunir ce soir pour évoquer notre déplacement à Rafah.
Et de vous remercier aussi d'avoir répondu présent, parce que si notre déplacement était important à mon sens pour permettre d'alimenter les témoignages sur la situation des Gazaouis, sur la situation à la frontière, ça n'a de sens que si nous avons des oreilles pour nous entendre. Et je voudrais remercier aussi évidemment notre collègue Éric Coquerel pour avoir mené brillamment cette délégation, et des remerciements à nos collaborateurs et collaboratrices qui ont aussi également permis que tout se passe au mieux. Si je devais retenir un mot de ce déplacement, en fait, ce serait le mot colère. Ma colère à moi, elle est nourrie par tout ce que j'ai pu observer qui montre concrètement la volonté de l'État d'Israël de commettre un génocide à l'encontre des Palestiniens. Elle est nourrie aussi par tous les témoignages que j'ai pu entendre sur les atrocités que fait vivre l'armée coloniale. Elle est nourrie aussi par le renoncement de notre gouvernement à lutter contre ce génocide en cours. Alors quand je vous parle d'éléments concrets, je songe notamment à cette fameuse file de camions censés apporter l'aide humanitaire et dont pas un seul véhicule, effectivement, n'est parvenu à passer la frontière durant les 2 heures que nous avons passées sur place. Je songe aussi également à ce qu'évoquait Sabrina, à savoir la quantité astronomique de produits qui s'entassent dans les entrepôts logistiques du Croissant Rouge. Israël refuse en effet de laisser passer à la frontière tout ce qui pourrait avoir un double usage et donc servir à des fins militaires, mais sans préciser les critères. Parmi ces objets, effectivement, on trouve des coffres à jouets pour enfants, des frigos, des filtres à eau, des panneaux solaires ou encore des générateurs pouvant alimenter des hôpitaux. Et en même temps, c'est vrai qu'Israël passe son temps à cibler les hôpitaux de Gaza sous prétexte que ce sont des bases du Hamas, donc pourquoi s'embêter à les alimenter, n'est-ce pas? Les dates même ne passent pas la frontière. Alors on suppose que c'est en raison de leurs noyaux qui seraient perçus par les Israéliens comme des armes potentielles. Je vais vous dire le degré d'absurdité que l'on atteint. Alors je vous parle de ma colère, mais qu'est-ce qu'elle représente? Qu'est-ce qu'elle représente à côté de toutes les colères que nous avons rencontrées sur place? Isabelle Lo est ambassadeur de Palestine en Égypte. Il dit être heureux de nous rencontrer. Pour lui, notre délégation est une marque importante de solidarité, mais il ne parvient pas à sourire. 5000 Palestiniens sont bloqués en Égypte. Depuis le 7 octobre, ça n'a fait qu'empirer. Ces réfugiés n'ont plus rien. Alors l'autorité palestinienne devrait les aider, mais comment le faire convenablement? Car la crise financière qu'elle traverse n'a jamais été aussi flagrante. Comment l'ambassadeur pourrait-il ne pas être en colère? Mohamed Abdelghani est un sénateur égyptien. Il est membre de la commission des affaires étrangères. Il aime la France, il est attaché à son image de pays des droits de l'homme, mais il ne comprend pas. Pourquoi se revendiquer de cette appellation si c'est pour montrer si peu de considération pour les Palestiniens? Pourquoi se montrer si mou face au génocide des Gazaouis? Pourquoi la France ne joue-t-elle pas son rôle? Pourquoi fait-elle comme s'il ne s'était rien passé ces 75 dernières années? Il est déçu. Il est en colère. Marc Lassaoui est responsable de Nouveau Europe. À chaque fois que je l'ai rencontré, il était préoccupé. Les financements de cette agence de l'ONU, qui s'occupe des réfugiés palestiniens, sont en péril depuis longtemps. Mais lorsque nous avons rencontré Marc Lassaoui au Caire, c'était d'un tout autre niveau. De nombreux pays, effectivement, ont décidé d'arrêter de financer l'UNRWA, et si rien ne change, l'agence fermera ses portes à la fin du mois. Tous ces efforts pour en arriver là? Comment Marc Lassaoui pourrait-il ne pas être en colère? Raphaël Pitti est médecin humanitaire. Il a fait le tour du monde pour sauver des vies, il a mené une 40aine de missions. Ex-Yougoslavie, Tchad, c'est un habitué des zones de guerre. Il s'est rendu dans la bande de Gaza avec une 20aine d'autres médecins pour prêter main forte au personnel de l'hôpital européen de Gaza. Il décrit quelque chose qu'il n'a jamais vu de sa vie. Il parle de chaos. Il peine à nous décrire le niveau d'atrocité et de désespoir de ce dont il a été témoin. Il nous évoque cette femme enceinte et diabétique. Il n'y a pas assez d'insuline, alors elle diminue drastiquement les doses. Elle se dit que pour compenser, elle va moins manger. Et elle tombe alors dans un coma hypoglycémique. Elle accouche à 7 mois d'un enfant mort-né, et puis elle meurt à son tour. C'est une histoire glaçante. C'est une histoire parmi tant d'autres. Comment Raphaël Pitti pourrait-il ne pas être en colère? Roméo est un soignant palestinien. Il travaille sans relâche à l'hôpital européen de Gaza qu'il ne quitte jamais. Au premier abord, on ne sent pas l'étendue de son désespoir.
Au premier abord, on ne se rend pas compte que plus personne ne l'attend en dehors de cet hôpital. Car Roméo a perdu toute sa famille. Ses parents, sa femme, ses enfants, ses oncles, ses tantes, ses neveux, ses nièces. Il n'a plus personne. Comment Roméo pourrait-il ne pas être en colère? Jamila est une réfugiée palestinienne. Elle vivait à Gaza et ne pense qu'à y retourner. L'immeuble où elle vivait a été bombardé. Elle ne comprend pas pourquoi. Elle nous dit « Il n'y avait que des femmes et des enfants. » Deux de ses filles sont mortes. Elle ne peut pas voir les autres qui sont restés à Gaza ou qui se trouvent dans d'autres hôpitaux. Elle ne peut pas bouger pour tenter de les rejoindre car Iman ne peut pas quitter son lit. Car Iman, Jamila, a la colonne vertébrale brisée. Comment pourrait-elle ne pas être en colère? Comment peut-on imaginer que ces personnes et des millions d'autres peuvent ressentir autre chose que de la colère? Comment pouvons-nous construire une paix durable quand une large partie du monde politique ne fait que mépriser, ignorer et salir la cause palestinienne? Comment peut-on éviter une culture de la haine quand on se fait massacrer dans l'indifférence totale? La colère et assurément la résilience sont les seules choses qu'on a laissées aux Palestiniens. Le sens de mon engagement a toujours été de défendre les plus faibles, de défendre le respect des droits humains. Ce passage à Rafah m'a convaincu d'une chose: nous devons faire mieux pour offrir un avenir aux Palestiniens. Car la colère que j'ai emportée avec moi depuis le Proche-Orient, c'est aussi celle qui s'annonce et elle sera terrible. Une sénatrice égyptienne a dit ces mots que je vous partage. Même si Israël tue tous les Gazaouis, il y aura toujours des Palestiniens dans le monde et ils seront pleins de colère. C'est avec un cessez-le-feu et avec la justice qu'une paix durable pourra s'installer. Le génocide des Gazaouis n'apportera aucune paix aux Israéliens. Il amènera au contraire la spirale de la violence. Et alors, il ne faudra pas dire « nous ne savions pas ». Quand je suivais sur les réseaux sociaux leurs 3-4 jours là-bas, j'ai vu progressivement leur visage changer d'expression. Et en les entendant, on se doutait bien pourquoi leur visage changeait d'expression. Mais en les entendant, c'est véritablement glaçant. Donc, merci de venir partager ça avec nous. Et on le sait bien, nous qui avons l'habitude d'aller en Palestine, une chose est d'entendre parler de ce qui se passe et autre chose est de le voir en vrai. Donc je pense que nous avons beaucoup de chance, si on peut dire, d'avoir des témoins, mais des témoins profondément humains qui nous disent ce qu'ils ont vu là-bas. Donc nous saluons tous l'arrivée de l'instigateur de cette opération, Éric Cotteret. Je passe maintenant la parole à Akli. Donc on a rencontré effectivement l'ambassadrice de Palestine et les médecins de Palmette. Donc, et puis 2-3 éléments, comme ça je ne vais pas être long parce que je pense que l'important c'est aussi de vous écouter, d'essayer de répondre aux questions. Alors la première chose c'est que moi ce qui m'a choqué c'est quand j'ai parlé avec parce qu'on a rencontré aussi les gens du Croissant Rouge palestinien, le médecin palestinien, c'est quand je lui ai dit mais en fait Gaza est une prison à ciel ouvert. Elle m'a dit non, c'est pas une prison à ciel ouvert parce que quand tu es prisonnier tu as une date d'entrée, une date de sortie. Nous on est otages. On est otages, effectivement ce sont des otages parce qu'eux ils ne savent pas quand ils sortent ou quand ils... Voilà. Donc ça c'était un des éléments. Ensuite, ce matin donc, on a vu les médecins de Palmed, une formule que je voulais vous partager, que m'a dit Raphaël Pitti, qu'on connaît depuis longtemps, qui était médecin militaire, puis médecin humanitaire. Il m'a dit on ne soigne pas, on ampute. Parce que, y compris effectivement aujourd'hui, ils ont du mal à soigner parce que même quand ils mettent des pansements, les pansements, c'est ce qu'on peut dire, j'essaie de faire un peu... le truc, c'est des pansements en fait qui s'infectent. Et donc en fait, les gens, ils vont les amputer après l'infection. Donc du coup maintenant, les gens qui pourraient soigner, s'ils avaient eu les moyens de le faire, ben, ils ne peuvent pas et ils les amputent. Ça nous a été confirmé par les médecins ce matin, par le président de Palmed. Palmed, c'est les médecins palestiniens. Ce sont des médecins palestiniens qui sont en Europe et qui est la partie France.
Ensuite, il y a eu un engagement de la France sur lequel là on peut intervenir, je vous le dis, c'était d'ouvrir 50 lits. C'est pas énorme, mais 50 lits pour accueillir des Palestiniens. Sauf qu'aujourd'hui, il y a, je crois, 15 lits. Et ces 15 lits, c'est des Palestiniens qui sont sortis d'Égypte. C'est-à-dire que la France n'arrive même pas à faire sortir des Palestiniens de Gaza. Donc ça, c'est un élément aussi. Ensuite, il faut savoir que les médecins de Palmed, pour rentrer à Gaza, ils sont obligés de le faire via une ONG américaine, pour avoir les autorisations. C'est-à-dire que la France est incapable de garantir aux médecins français de rentrer dans Gaza. C'est quand même, alors qu'on annonce des choses. Alors après, je remets une autre chose. Et puis, un élément qui n'a pas été dit, alors c'est un peu en vrac, je suis désolé, mais comme j'essaie de ne pas répéter ce qu'ont dit mes camarades, je notais en même temps qu'ils parlaient, vous voyez. Donc voilà ça. Ensuite, il y a, on a demandé, parce que les gens nous posent la question, vous savez, la refrain, c'est les Égyptiens, ils veulent accueillir personne, ils ont mis un mur, c'est les villas et tout ça. Sauf que, si les Palestiniens avaient le choix, les Gazaouis, ils resteraient à Gaza. S'ils veulent sortir, c'est parce qu'ils veulent, c'est la survie. C'est pas parce qu'ils font un choix. Ça, c'est important de le dire. Et les Égyptiens ont un problème. C'est-à-dire que eux, les Égyptiens, sont en train de traverser une crise. C'est pour ça que je dis qu'il y a un problème financier déjà. Donc, ils ont du mal déjà avec leur population. Mais au-delà de ça, ils font des efforts. On l'a vu avec le Croissant Rouge égyptien. Mais ils nous ont répondu, mais si on les accueille et qu'on les installe dans le Sinaï, donc on aura effectivement des gens qui sont implantés, c'est une deuxième Nakba. Mais ensuite, si un des Palestiniens tire une roquette sur Israël, Israël bombardera le Sinaï. Et si Israël bombarde le Sinaï, il viole le territoire égyptien. Donc on va rentrer en guerre. Donc en fait, on va juste repousser le problème. Donc à un moment donné, on ne peut pas régler un problème en créant un autre. Donc ça, c'est un des éléments, une de leurs grandes inquiétudes. Donc chacun se fait. Après, effectivement, d'autres éléments que je vais vous donner, c'est que quand on a rencontré l'ambassadrice de Palestine, elle nous a dit, effectivement, elle croyait qu'on aurait une trêve longue. C'est une stratégie apparemment qui permettrait, pendant cette trêve longue, de débarrasser de certaines personnes du gouvernement et de ne pas reprendre les combats. Voilà, ils essayent de jouer là-dessus, c'est le travail qu'ils sont en train de faire. Ils n'arrivent pas à s'en sortir, vous l'avez vu. Même Blinken commence à être un peu agacé de ses habits encombrants. Et donc ça devient inquiétant parce qu'on est vraiment dans du messianique, on n'est plus il n'y a plus rien de rationnel, quoi. Donc là, ça commence à être un sujet. Et donc il y a aujourd'hui, en l'état aujourd'hui, il y a 10 000 orphelins sans toit, 10 000 orphelins à Gaza. Et des femmes, je crois que c'est 23 000, je ne me souviens plus le chiffre, je l'avais noté. Et donc se pose la question de l'hébergement de ces personnes. On parlait des hôpitaux qui essaient d'héberger tout le monde. Il y a un vrai sujet à venir. C'est-à-dire qu'on est dans l'urgence, mais il y a aussi comment on prépare l'avenir. Et donc les médecins Palmed, eux, veulent créer des centres de santé. Ils ont le plus grand mal à faire rentrer le matériel, mais il y a des projets. Et le matériel de santé, il existe, les médicaments existent, ils sont dans les stockages. Donc ça, c'est comment on peut demander à la France, on doit demander, et on le fait, je sais qu'au Sénat nous le faisons, au Parlement les gens le font, les camarades le font, à lui demander effectivement des comptes là-dessus, et lui demander comment se fait-il que les 50 lits, on n'arrive pas à sortir 50 enfants gravement blessés de Palestine, de Gaza, pour les faire soigner. Et donc voilà, je vous ai ces éléments. Et puis l'autre élément, effectivement, tout le monde le sait, parce qu'on oublie de dire, moi, un des médecins, le président de Palmed, m'a dit que lui, il était à Gaza, il avait été voir sa famille, qu'il n'avait pas vu depuis 10 ans, parce qu'apparemment, ce qu'il faut savoir, quand on vous dit on n'est plus là-bas, en fait, tout est géré par Israël. Les entrées et les sorties. En fait, quand vous partez, lui, il était médecin pédiatre. Quand il est parti, ils l'ont bloqué 1 mois et demi de plus. Il travaille dans un hôpital. Quand vous travaillez, si vous rentrez 1 mois et demi après vos vacances, c'est problématique. Donc en fait, ils ne savent pas quand ils ressortent, même légalement. Donc il m'a expliqué, et il était là-bas avant le 7 octobre et après le 7 octobre. Et donc il nous a dit comment ça s'est passé. Lui, il habite dans un quartier résidentiel. Ils ont bombardé. C'est-à-dire en fait, vous recevez un texto. Comment ça se passe? Vous recevez un texto. Ils savent que c'est l'armée israélienne qui leur envoie un texto et qui leur dit on va bombarder. Enfin, on dit il faut sortir. C'est le texte, c'est oui, il faut sortir. Excusez-moi. Donc quand ils disent il faut sortir, les gens comprennent qu'ils vont bombarder. Donc tout le monde sort dehors et ils attendent. Et il y en a qui ne sortent pas. Et donc il y a du secours, ils attendent. Il n'y a rien qui se passe. Et d'un seul coup, il y a une bombe qui tombe sur un bâtiment, qui l'écroule, où ils tombent. Et il y a des gens qui restent, qui ne veulent pas sortir et qui meurent dans leur truc. Et ensuite, ils les ont déportés. Et donc lui, il est revenu, je crois, après, il a réussi à revenir le 5, 6 ou 7 novembre parce qu'il ne voulait pas quitter sa famille. Et ils l'ont envoyé à Cannes, soi-disant qu'il voulait les rapatrier, les franco. Il est franco-palestinien, mais c'est un chemin de croix pour les rapatrier. Donc il faut effectivement, et on l'a déjà fait, Eric l'avait fait quand on avait vu l'ambassadeur tous ensemble, il faut poser la question du rapatriement, non seulement des franco
palestiniens, mais aussi des gens blessés, etc. Et pour finir, il faut quand même savoir que les gens qui sont ciblés, c'est parce qu'on oublie de savoir qu'il y a des médecins aujourd'hui, beaucoup de médecins à Gaza, mais ils ne peuvent pas travailler parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de matériel, et donc, mais ils sont nombreux à être à Gaza. Et en fait, ils sont aussi ciblés. En fait, aujourd'hui, dans la guerre qu'ils sont en train de mener, ils ciblent les journalistes, parce que c'est eux qui peuvent rendre compte et qui peuvent avancer, et ils ciblent les médecins. En fait, ils ciblent tout ce qui est les cadres de Gaza, tous ceux qui pourraient porter quelque chose pour justement porter atteinte à la dignité des Gazaouis et faire en sorte que, effectivement, il y ait une épuration ethnique en bonne règle et d'essayer de le justifier. Donc il ne faut pas oublier que c'est toujours les victimes. Et donc aujourd'hui, la question qui est posée, c'est comment on peut faire rentrer l'aide humanitaire plus nombreuse, comment on peut installer les hôpitaux qui doivent être installés, parce qu'il y a un projet, il y a des moyens, et il faudrait trouver. Et vous savez, quand je dis ça, et je conclue là-dessus, il y a des hôpitaux aujourd'hui qui ne fonctionnent pas. C'est-à-dire qu'en fait, alors après, ils ne sont pas équipés tout à fait, ce que nous disaient les médecins, mais on pourrait les équiper, ils ont les moyens de le faire. Mais il y a des hôpitaux qui sont vides. En fait, ce n'est pas des hôpitaux qui vont créer, c'est de refaire fonctionner les hôpitaux qui existaient avant. Voilà. Vous n'êtes pas du tout trop long et nous sommes extrêmement intéressés à tout ce que vous nous dites et vous ne vous répétez pas. Donc je vais vous lire donc, le message de Soumia Gouroua, donc député communiste, qui n'a pas pu être là. Je tiens tout d'abord à vous présenter mes excuses pour mon absence ce soir. Je suis retenue dans ma circonscription pour une initiative prévue de longue date et que je n'ai pas pu décaler. Je voudrais déjà vous dire que ce voyage fut chargé en émotions et qu'il est impossible d'en revenir totalement indemne après tous les échanges que nous avons eus. Nous nous sommes rendus en Égypte pour porter les messages de paix et demander un cessez-le-feu immédiat et permanent. Comme vous le savez, depuis l'attaque de l'armée israélienne, la bande de Gaza est un champ de ruines où la population vit recluse dans le sud sur 34 km². Les humanitaires que nous avons rencontrés nous ont tous décrit une situation catastrophique. Les populations civiles n'ont plus de quoi se nourrir, plus d'endroits où se réfugier, ni d'hôpitaux où se faire soigner. Le médecin humanitaire Raphaël Pitti nous a dit cette phrase terrible. Il y a pire pour moi que de tuer un homme, c'est lui enlever sa dignité. Je voudrais aussi évoquer ce moment très émouvant à l'hôpital de Rafah, où j'ai pu échanger avec des mères et des enfants palestiniens blessés qui ont parfois dû marcher durant des jours pour pouvoir se faire soigner de l'autre côté de la frontière. Lorsque nous étions sur place, il ne restait plus qu'un seul hôpital partiellement en service à Gaza, celui de Rafah, où de nombreux civils avaient trouvé refuge. Dans cette ville s'entassent plus de 1,3 million de déplacés qui tentent de survivre dans des conditions désespérées. L'aide humanitaire n'arrive pas jusqu'à la population palestinienne. Les camions stationnent dans le désert égyptien en attendant que les autorités israéliennes les contrôlent et acceptent de leur faire passer la frontière. Évidemment, une partie de ces chargements est refoulée sans raison et les denrées alimentaires périssent avant même de pouvoir passer côté Gaza. Depuis notre retour, les frappes se sont accentuées sur la ville de Rafah, laissant craindre une issue tragique pour les civils palestiniens. Selon les humanitaires sur place, le risque de génocide est réel et ce déplacement nous a définitivement convaincus que l'objectif de Benyamin Netanyahou n'est pas l'anéantissement du Hamas, mais le déplacement et l'anéantissement de la population gazaoui et la récupération de leurs terres. Ce qu'il se passe est inacceptable et la réponse de la communauté internationale n'est pas à la hauteur. Il faut que le droit international soit respecté avec les frontières de 67 et Jérusalem-Est comme capitale. L'ambassadeur de Palestine au Caire nous a fait part de son unique souhait, que les Palestiniens puissent vivre en paix à côté d'Israël. La solution doit être politique et diplomatique, il faut faire taire les armes. La diplomatie française s'honorerait à engager de véritables négociations avec Israël pour que ce massacre cesse. Il y a véritablement urgence.
désolée d'être en retard, j'ai fait ce que j'ai pu, mais en tout cas je suis contente d'être avec vous aujourd'hui et de revenir témoigner. Je pense que notre voyage à Rafah, c'était très important. C'est encore plus important, on le voit maintenant, vu ce qui est en train de se passer, en tout cas ce qui est sur le point de se passer, ce qui s'est déjà passé il y a quelques jours et ce qui est sur le point de se passer là, et les décisions d'Israël. Mais en tout cas, l'important, c'est bien sûr d'exiger ce cessez-le-feu qu'on demande avec insistance, un cessez-le-feu pérenne et vraiment absolu, mais c'est aussi, parce qu'évidemment on m'a dit, bah oui, mais toi avec tes petits bras, tu crois que tu vas y arriver? Ben non, je ne crois pas que je vais y arriver avec mes petits bras, effectivement, mais ce que je crois, c'est que si à certains parlementaires on vient, on témoigne, on continue, c'est qu'un début. Cette histoire-là, c'est pas de se dire on fait un voyage où on vient, on dit 3 mots et devant vous et c'est terminé. Non, c'est vraiment comment on commence un périple nous aussi pour pouvoir témoigner, pour pouvoir continuer de rencontrer des gens qui reviennent aussi. Je sais que vous savez qu'on avait rencontré Palmed, des médecins qui venaient, qui ont été pendant plusieurs semaines, et qui les uns après les autres, ils retournent à Rafah pour soigner les gens comme ils peuvent, et peut quelquefois regarder les gens mourir parce qu'ils ne peuvent même pas soigner ceux qui sont là, mais en tout cas qui eux aussi témoignent. On passe des relais, vous savez, les élus que nous sommes, les parlementaires, nous sommes d'abord des relais aussi importants, des relais pour vous, pour l'opinion publique, des relais pour les gouvernants, des relais aussi pour soutenir les gens qui sont là-bas et dire qu'on ne les oublie pas, qu'en aucun cas on ne souhaite faire en sorte que ce soit des numéros et que il y aura de plus en plus de gens qui vont mourir et le nombre grossit tous les jours. Eh bien non, ce sont des gens, des individus. On a vu des femmes, des enfants, on a vu des personnes qui demandaient à la fois de l'aide, qui demandaient à revenir à Gaza une fois ils seraient guéris. On a vu aussi le fait que ces camions qui étaient au bord à Rafah et qui voulaient rentrer pour ramener de l'aide humanitaire, ne pouvaient pas rentrer, étaient complètement immobilisés, que ce n'était pas des armes de guerre qui étaient refusées par les équipes d'Israël, c'était de l'aide de première nécessité, c'était des bouteilles d'oxygène, c'était des poulets, c'était des filtres à eau, c'était des lumières, c'était des choses que simplement on a besoin pour survivre et pour qu'un peuple puisse survivre. Et que ces questions-là, très concrètes, de pouvoir les transmettre, de pouvoir témoigner du fait que, non, chaque jour qui dure, chaque jour qui passe, c'est encore des centaines de personnes qui en meurent ou qui sont de plus en plus blessées, de plus en plus détruites. On ne peut pas le laisser passer comme si c'était un nombre désincarné. J'espère que ce voyage va se compter aussi par un travail entre nous, entre parlementaires de gauche et écologistes, que nous soyons au Sénat, que nous soyons évidemment à l'Assemblée nationale, et puis même en dehors du camp de gauche. On avait quelqu'un d'Horizon qui était avec nous et qui est parti. Et je pense que c'est transparti et qu'à un moment donné, ce relais, il faut aussi l'élargir. Évidemment que ce ne sera que quand on sera ensemble et qu'il y aura une pression très forte qu'il pourra y avoir peut-être de nouveau quelque chose, un rapport de force qui s'inversera et qui permettra de pouvoir avancer. C'est quand même aussi un vrai sujet d'avoir l'Europe avec nous, d'avoir la France avec nous, d'avoir aussi plus qu'actuellement les États-Unis qui commencent un petit peu à réagir, un peu plus qu'avant en tout cas un peu plus dans le sens de se rendre compte de cette situation palestinienne et qu'elle ne peut pas durer comme ça longtemps. Et c'est aussi tout ce mouvement international qu'on doit en tout cas aider à mobiliser. Les Égyptiens que nous avons rencontrés, les parlementaires égyptiens dans leur diversité, parce qu'on a rencontré des gens qui étaient
différents partis politiques avaient aussi un discours pour trouver, en disant qu'il fallait chercher les chemins de manière dans des conventions internationales et avec l'Europe pour pouvoir aussi agir ensemble. Eux, vous le savez, hein, ont décidé de ne pas laisser passer les réfugiés de l'autre côté, de Rafah, du côté égyptien, avec une double, en fait, un double argumentaire. Hein. Le premier qui est de dire, de toute façon, nous, si on laisse passer, c'est qu'on accepte quelque part que ce 1,5 million de personnes qui refluent vers là, du fait des armées et de la manière dont Israël et Netanyahou est en train de les faire refluer sur le bord, c'est une manière d'accepter que cette bande de Gaza, eh bien, elle n'appartienne plus aux Palestiniens. Donc c'est une manière d'accepter un état de fait politique que nous n'acceptons pas, que nous n'avons jamais accepté, que nous n'acceptons pas. Et puis la deuxième chose aussi, c'est que eh bien, ils ne veulent pas être tout seuls à être un spectacle d'encore une Nakba, et le fait de se retrouver dans une situation où ils auraient tous les réfugiés chez eux, certainement dans une situation économique difficile chez eux déjà en ce moment. Mais en tout cas, le premier argument est entendable. Et le deuxième, il est aussi entendable, d'autant plus que pour l'instant, si on envoie des aides humanitaires, nous en France, en Europe, elles sont tellement refoulées que c'est pas la bonne méthode en tout cas. Je ne dis pas qu'il faut arrêter, parce que de toute façon, il y a beaucoup de gens qui travaillent à essayer de faire rentrer, et le peu qui rentre est absolument essentiel. Attention, je veux dire, là, toute chose qui rentre est essentielle pour la survie de chacun. Donc il ne faut pas se dire qu'il faut arrêter. Mais en tout cas, il faut trouver d'autres méthodes aussi pour aider, pas seulement celle de l'humanitaire. Il faut aussi arriver à agir politiquement et à convaincre politiquement. Alors, vous, là, en étant là, vous êtes aussi des témoins que vous allez faire passer. C'est aussi... moi, j'ai toujours envie de dire, dans ce cas-là, on est là pour vous, et si vous avez de nouveau besoin de nous pour repasser le message ailleurs, on le repassera, on y reviendra. C'est que comme ça qu'on peut arriver aussi à faire en sorte que, eh bien, on ait peut-être des possibilités de négociation qui s'inversent et le rapport de force qui s'inverse à son tour. Donc en tout cas, un grand merci d'être aussi nombreux ce soir. Ça nous permet de pouvoir continuer ce cheminement ensemble. Quand j'ai salué votre départ, j'ai dit que vous étiez l'honneur de la France. Et j'en suis intimement persuadée, et plus je vous écoute, plus je le pense et je le redis. Vous avez été les premières voix françaises depuis 4 mois s'approcher de la porte de Rafah. C'est juste invraisemblable. Aucune de nos autorités, et même pas le ministre des Affaires étrangères, qui pourtant était dans la région en même temps que vous, n'a pas eu l'idée ou le courage, ou je ne sais pas quoi, les deux, et puis peut-être d'autres choses aussi, d'aller jusque là-bas. Donc vous avez été les premières voix françaises qui se sont approchées de cette bande de Gaza, et pour ça, je tiens au nom du mouvement de solidarité à vous en remercier vraiment très fort. Et maintenant, je passe la parole à Éric Coquerel. Bonjour à toutes et à tous. Merci de me donner la parole. J'ai à tout prix essayé de venir ce soir. J'avais une autre réunion pour cette réunion organisée par la FPS et puis mon amie Sabrina. Je voudrais dire quelque chose en préambule. Je voudrais remercier Urgence Palestine, parce que je vous raconte quand même l'anecdote. C'est que je me suis retrouvé avec cette mission, ce relais qu'ils m'ont passé au mois de novembre. Ils m'avaient donné rendez-vous avec Salah Amiri dans un café près de l'Assemblée pour dire, voilà Eric, on a un projet à te proposer, ça serait bien que tu réunisses des parlementaires et que tu ailles à Gaza.
Alors pourquoi m'avait-il choisi? Peut-être que, pas par rapport à mes conditions, peut-être mes capacités d'organisation, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, bon, il m'avait fait cet honneur de me passer ce message. Et également, je dois le dire, Ala Abou Assira, l'ambassadrice de Palestine qui a voulu faire. Donc, je voudrais les remercier déjà d'avoir eu cette idée, cette proposition qui a été la leur. Au moment où ça s'est passé, je vais vous applaudir. Au moment où ça s'est passé, au moment où ça s'est passé, à ce moment-là, les Israéliens bombardaient la bande nord de Gaza. En expliquant aux habitants de Gaza que pour ne pas être tués, de manière être des victimes collatérales, comme on dit, il fallait aller au sud pour laisser en gros le terrain vierge aux Israéliens pour qu'ils fassent disparaître le Hamas. Finalement, je ne regrette pas qu'on n'ait pas réussi à y aller au mois de novembre, parce qu'on a failli y aller au mois de novembre, et on a juste eu le manque des autorités égyptiennes, parce qu'au moment où on y a été, du nord, les Israéliens étaient passés au sud, et ils étaient même passés à quoi? Au moment où on y était, ils n'ont pas bombardé, peut-être 2 km où on était. C'est-à-dire l'autre côté immédiat de la bande de Gaza, là où, quelque part, les Palestiniens sont acculés désormais. Et donc, on a pu constater une réalité, on était quelques-uns à la dire en France, c'est que l'objectif de Netanyahou n'a jamais été de venger les suppliciés du mois d'octobre. Il n'a jamais été de faire disparaître le Hamas. Il est de faire disparaître le peuple palestinien. C'est ça son objectif. Et ça, c'est quelque chose qu'en théorie, nous disions. Mais effectivement, le fait de se rapprocher, le fait de voir des témoins, malheureusement, pas voir la réalité de ceux qui en sont les victimes, mais de se rapprocher suffisamment, nous permet effectivement aujourd'hui de revenir et de donner cette image concrète de ce qui est en train de se passer. Ils sont en train de faire disparaître un peuple, et ça s'appelle un génocide. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Et quand je dis ça, je cite les paroles de Raphaël Pitti. Raphaël Pitti, c'est le médecin, il a peut-être été déjà cité, mais je vais juste citer quelque chose. Moi, j'aurais pas osé le citer personnellement. Mais il a mis ses paroles dans le journal Le Monde il y a quelques jours, donc je vais me permettre de le citer, comme ça au moins on n'attribuera pas ses paroles, parce que je vois très bien ce qui pourrait en être fait immédiatement. Raphaël Pitti, en fonction de ce qu'il voit aujourd'hui à Rafah, c'est-à-dire un endroit fait pour 250 000 personnes qui rassemble plus d'1 500 000 personnes, dit qu'il n'a vu dans l'histoire des images que lorsque des images qui ressemblent à cette situation, que dans les images jaunies du ghetto de Varsovie. C'est lui qui le dit. C'est lui qui le dit. Donc ça, c'est pour mesurer ce qui est en train de se passer. Et quelque part, notre déplacement, d'abord, il doit servir à ça. Il doit servir à alerter l'opinion publique. Alerter l'opinion publique sur le fait que ce n'est pas là-bas, ce qui se passe là-bas n'est pas seulement trop de victimes collatérales, mais c'est un risque génocidaire, comme le dit la Cour de justice internationale, et c'est à ça qu'il faut s'atteler. C'est à ce niveau-là qu'il faut monter. Bon. Voilà un petit peu, moi, ce que j'en retire comme conclusion. Et je dois dire que ça, quelque part, on a fait avancer quelque part. Moi, je regarde, j'ai fait une question au gouvernement le jour, juste après Sabrina, j'ai parlé de risque génocidaire. Une semaine avant, Daniel Obono avait fait la même chose, elle s'était fait rabrouer par le gouvernement sur l'utilisation du terme. Là, ils n'ont rien dit. Silence dans la salle, à part le représentant de Netanyahou qui est Meir Habib, mais sinon silence total dans la salle, d'accord. Et au moins, manifestement, ce risque-là, c'est en train progressivement d'avancer. Bon. Et ça, c'est absolument indispensable. Pourquoi? Parce que, les amis, il ne faut pas se leurrer, quoi. Il reste un mois. Voilà, un mois pour faire avancer les choses. Dans un mois, l'UNRWA, c'est-à-dire l'ONU palestinienne, l'ONU des réfugiés, si les cessations de paiement qui ont été actées par les États-Unis, l'Allemagne et différents pays européens, suite aux accusations de Netanyahou, sur 12 des membres de l'UNRWA, sur 30 000 comme ayant participé ou ayant de près ou de loin au massacre d'octobre, ne reviennent pas sur leur décision, sur 30 000, hein, et en plus sans aucune preuve. Et en plus, l'UNRWA les a licenciés par précaution. Mais s'ils ne reviennent pas sur leur décision, l'UNRWA nous l'a dit, ils ferment les portes. Si l'UNRWA ferme les portes, c'est fini.
Raphaël Pitti l'a dit aussi, tout le monde est condamné. Parce que l'UNRWA aujourd'hui, c'est ce qui reste un peu d'administration dans Gaza. C'est ce qui reste un peu d'acheminement de l'aide alimentaire. Donc la première mission qu'on a, c'est de les faire revenir là-dessus. Il faut que le gouvernement français, qui pour l'instant n'a pas suspendu son aide, mais non seulement ne la suspende pas, mais garantisse qu'il va la poursuivre et se donne les moyens de persuader au moins les autres États européens, les États-Unis c'est encore autre chose, mais de revenir sur leur décision. Voilà, il faut graduer les objectifs qu'on se donne. Celui-là, il est prioritaire. Il est prioritaire. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui va se passer s'il n'y arrive pas? S'il n'y arrive pas, la situation va être telle qu'à un moment donné, la communauté internationale et même l'Égypte vont devoir ouvrir les portes. Ils vont devoir ouvrir les portes. C'est ça qu'espère Netanyahou. C'est-à-dire que faire en sorte que les gens s'en aillent en pariant que, exactement comme la première Nakba, ils ne reviennent plus. C'est ça qui est en train de se passer. Donc il faut déjà faire agir sur l'UNRWA. La deuxième chose, c'est qu'il faut que la France reconnaisse les conclusions de la Cour de justice internationale. Elle ne l'a pas encore fait. Comme quoi, effectivement, il y a un risque génocidaire. Parce que s'il y a un risque génocidaire, les États qui se reconnaissent dans cette juridiction ont pour ordre, obligation, quelque part, de mettre leurs actes en fonction de ce risque. Et là, à partir de là, on peut exiger plus. On peut exiger des sanctions économiques sur Israël. On peut exiger de ne plus vendre des armes à Israël. On peut exiger de réduire le Conseil de sécurité de l'ONU pour demander le cessez-le-feu immédiat. Il faut mettre cette pression maximum. La France, par exemple, ça nous a été demandé. La France doit reconnaître la Palestine. Parce que si elle reconnaît la Palestine, ça veut dire, et que d'autres pays les suivent, ça veut dire que l'État de Palestine peut être représenté à l'ONU et que, par exemple, on pourrait demander qu'il y ait une force d'interposition de l'ONU dans ce qui se passe par rapport à Gaza. Toute chose. En tout cas, je ne dis pas que toutes ces solutions sont les seules, mais il faut absolument que dans le mois à venir, on arrive concrètement à faire avancer les choses. Et donc pour ça, il faut faire passer dans l'opinion publique que, effectivement, le génocide est en cours, comme l'ont dit ces médecins qui sont rentrés. Et là, le travail est encore important. Je vais conclure là-dessus. Moi, j'ai écouté hier François Hollande. Excusez-moi de le citer, j'écoute François Hollande. Alors, il est de ceux qui disent qu'il faut un cessez-le-feu, etc., etc. Mais François Hollande explique, quand on lui pose la question de savoir s'il faut un hommage aux morts franco-palestiniens à Gaza, comme il y a eu un hommage aux franco-israéliens hier, il explique que ce n'est pas la même chose. Parce que les premiers ont été tués dans un attentat terroriste et que les autres sont les victimes collatérales d'une guerre. Autrement dit, il nie par ce fait ce qui est en train de se passer concrètement à Gaza, c'est-à-dire un risque génocidaire, un génocide en cours. Il le nie en expliquant que finalement ce n'est qu'une guerre légitime dans laquelle il faudrait mieux que les Israéliens fassent un peu plus attention. Cette idée-là, évidemment, est à détruire et c'est à ça que nous avons affaire. Par toutes nos forces, par tous nos moyens, il faut que la France reconnaisse le risque génocidaire en cours et qu'à partir de là, elle mette ses paroles aux actes. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Donc il faut continuer, on mobilise de plus en plus. Je sais qu'il y a, vous l'avez peut-être dit, il y a un rassemblement, je crois, qui est en cours, peut-être prévu. Mercredi, je pense que... Alors samedi, il y a une manif, il y a un rassemblement. Moi, je pense qu'il faut qu'on aille à un moment donné sur une méga manifestation contre le génocide. Ça doit être ça l'intitulé. Parce que c'est ça maintenant dans les discussions. Croyez-moi une chose. Nous, on était 22, quoi, avec nos voix et nos petites voix externes. Franchement, les images, elles ont fait le tour du monde, quoi. Elles ont fait le tour du monde, déjà. Moi, nos manifestations, quand elles ont lieu, quand elles sont massives, nos amis palestiniens les voient. Ils les voient. D'accord? Et ça donne quand même du courage de savoir qu'on n'est pas seul, qu'on n'est pas en train de crever seul, qu'on n'est pas en train de perdre sa dignité seul comme c'est en train de se passer. Donc il faut qu'on se dise, plus que jamais par rapport à ça. Voilà ce que je voulais dire ce soir. Je crois que, bon, déjà, on peut bien évidemment les remercier pour ce témoignage. Juste pour compléter ce que tu as dit par rapport à Hollande, parce que moi aussi ça m'a un peu agacé, puis pas que moi, parce que Ronnie Broman lui a aussi fait remarquer quelque chose. Il lui a dit ce ne sont pas des victimes de guerre, ce sont des victimes de crimes de guerre. Et moi je lui ai posé la question, mais il ne m'a pas répondu, puisque le truc c'était il n'y a pas d'équivalence entre des morts d'actes terroristes, des victimes de guerre, mais et les victimes d'un génocide, il y a une équivalence ou pas? Donc ça, je crois que vraiment, Eric l'a dit, on le dit tous, là on est à 4 mois d'horreur,
4 mois de génocide, c'est absolument pas possible, il faut que ça s'arrête. Donc, nous avons là ces témoignages, donc nous avons maintenant un temps pour échanger. En fait, il faut aussi savoir que, par exemple, pour nous, on a oublié d'en parler, on a demandé à ce que la CPI, vous voyez qu'on ne peut pas faire mieux, nous on est neutre, que la CPI rentre dans Gaza. On a déposé un projet en ce sens au Sénat qui nous a été refusé. Nous, au Sénat, il nous a été refusé. À la place, ils nous ont proposé un débat, mais le débat, c'était de parler du 7 octobre. On a refusé le débat, on ne va pas être complice de choses comme ça. Donc le groupe écologiste au Sénat, on a refusé ce débat. Et on a repassé le bébé à l'Assemblée nationale en espérant qu'ils auront, puisqu'ils sont plus nombreux que nous, plus de chances que nous. Et l'autre élément que je voulais dire, parce que je vois quelqu'un dans la salle que je connais, parce que Samir Abdallah, qui a fait un film qui s'appelle Gazastrophe. Alors aujourd'hui, le titre à l'époque, on pouvait penser que c'était... Mais là, son titre pourrait... Il faut que tu le rechanges, je crois, le titre. Samir, tu as fait un film. Et puis, il m'avait dit, on s'est croisés, il m'a dit, il faut absolument, il y a des journalistes internationaux qui veulent faire un rassemblement à Rafah, il faut que tu y ailles, quand est-ce qu'on parle de ça? Et je lui ai dit, le coup, je lui ai dit, écoute, il y a Eric Coquerel qui s'occupe de notre déplacement, il est en train de batailler, on risque peut-être de partir pour le jour de l'an, comme l'a dit Nokia dans le truc, mais il nous a pas fait partir pour le jour de l'an, donc on est parti. Et voilà, tu avais la réponse à ta question, parce qu'il me demandait, et je conclue là-dessus, si effectivement on allait y aller, bah tu vois, on a quand même réussi, et ça n'a pas été simple, et on voudrait, on l'a pas dit, Eric l'a pas dit, mais il l'a dit là-bas, et plusieurs fois, on veut quand même aussi remercier, parce que parfois on est toujours en train de critiquer les gens, mais remercier le gouvernement égyptien qui a tout mis en œuvre pour que justement on puisse réaliser ce déplacement. Je vais dire quelques mots sur la question que tu viens de poser. Elle tombe bien puisque demain on réunit à l'Assemblée pour le lancement quelque part du réseau européen des parlementaires en soutien du peuple palestinien. C'était une démarche qu'on avait initiée avant le 7 octobre, on l'a construit l'été dernier pour tout vous dire. Et on l'a réuni demain pour savoir comment, au niveau européen, on peut coordonner l'action des parlementaires des différents pays pour être utile à la cause des Palestiniens et des Palestiniens. Moi, je veux juste dire un mot sur qu'est-ce que peuvent faire de plus les citoyens, parce qu'on a manifesté, on a participé à des actions. Je crois qu'il faut continuer à le faire, c'est le principal message que je veux passer ce soir. C'est qu'il faut continuer à participer aux mobilisations. Et effectivement, parfois, elles ne sont pas à la hauteur de ce qu'on attend, parce qu'il y a aussi quelque chose, c'est on s'habitue. Quelque part, pas nous ici, parce que nous sommes des militantes et des militants, et nous suivons en temps réel, mais les gens s'habituent à ce qui se passe. Il y a une habitude. Rappelez-vous, après le 7 octobre, on en parlait tous les jours à la télé, aujourd'hui c'est dans des entrefilets, donc il faut continuer à se mobiliser. Eric l'a dit tout à l'heure, on est en train de construire un rassemblement mercredi devant le ministère des Affaires étrangères pour interpeller Stéphane Séjourné et lui demander de prendre des décisions fortes. Et j'insiste sur la question du boycott, parce que tout le monde ne boycotte pas tant que ça les produits aujourd'hui qui proviennent notamment des colonies. Quand on a échangé avec des responsables au Caire, la question du boycott en Égypte par exemple elle est très forte. Et des multinationales comme McDo ou Starbucks ont vu Carrefour leur chiffre d'affaires chuter en Égypte parce que la population ne va plus dans ces commerces-là. Et aujourd'hui, on le sait, un des leviers, c'est la question économique. Et donc si on veut faire plier Israël pour imposer un cessez-le-feu, la question du boycott, elle est centrale. Moi, je vous appelle vraiment à relayer autour de vous cette question-là, qui est un geste citoyen, ne pas aller acheter des produits qui sont quelque part tachés du sang de centaines de milliers de Palestiniens. Donc, oui, on a l'impression que parfois, notre action, elle est un peu... Même nous, en tant que parlementaires, des fois, on a l'impression d'être un peu désabusés, parce qu'on mène des actions, on interpelle le gouvernement, on pose des questions. Eric a posé une question au gouvernement sur l'UNRWA il y a quelques jours. Quand on entend la réponse qui lui est faite, on se demande, mais vous nous prenez ouvertement pour des cons, vous savez vraiment pas de quoi vous parlez en fait. Donc il y a un sujet, mais je crois qu'il faut que nous qui sommes les premiers maillons de cette mobilisation, vous qui êtes dans toutes les mobilisations, vous continuez à y participer. Et Eric a raison, il faut qu'on ancre une date dans le paysage pour dire qu'il faut une énorme mobilisation nationale française en France pour dire stop au génocide, pour envoyer un message très clair, pour dire que nous ne laisserons jamais faire et que nous allons continuer à nous mobiliser. Donc moi je vous invite à participer à toutes les mobilisations. Et pour la manifestation qui est prévue samedi, on est plusieurs ici à avoir prévu d'y participer. Moi j'y serai, Eric y sera, je pense qu'on sera un certain nombre d'entre nous, être à la manifestation à la fois contre l'extrême droite, qui est quand même aussi l'idéologie qui gère le gouvernement israélien, et contre l'extrême droite française qui aujourd'hui menace le pays, menace les citoyens. Donc il faut se mobiliser. Et vraiment un dernier élément sur la question de l'opposition israélienne. Nous on cherche des interlocutrices et des interlocuteurs avec qui échanger. C'est ça la difficulté à laquelle on est confronté.
les 2 voix pour la paix qui se sont élevées dans le Parlement israélien, qui sont 2 députés communistes, ont été exclus de la Knesset pour leur prise de position sur la paix et pour leur engagement au service de la paix. Donc c'est une difficulté qui est extrêmement forte, c'est de savoir avec qui on construit la paix, parce que pour construire une paix, il faut avoir des interlocutrices et des interlocuteurs, et aujourd'hui, force est de constater que du côté du gouvernement et des autorités israéliennes, il y a quand même un large consensus autour de continuer l'opération militaire pour finir d'anéantir le peuple palestinien. Donc c'est un sujet aussi avec qui demain on va construire l'avenir, mais véritablement la priorité c'est un cessez-le-feu, parce que les vies dépendent du fait que les bombes arrêtent de pleuvoir sur les habitantes et les habitants aujourd'hui de la bande de Gaza. Oui, alors, il y a plusieurs questions qui ont été posées. Je vais essayer de répondre à quelques-unes, aussi en lien avec ce qu'a dit Thomas. D'abord, sur la question du réseau parlementaire européen, ça a été dit, moi je pense que, et on l'espère tous, moi vraiment, je pense que comme beaucoup d'entre vous, on attend beaucoup des négociations qui sont en cours en ce moment pour obtenir cette trêve, qui je l'espère sera la plus longue possible et qui nous amènera à un cessez-le-feu permanent pour permettre de faire entrer tout ce qui est humanitaire et d'avancer sur la question. Mais je crois, et puis on aura l'occasion d'en discuter demain, il faudra immédiatement, en tout cas moi je l'espère, qu'une délégation de parlementaires européens se rende cette fois-ci à Gaza. Parce que je crois qu'il faut maintenant aller beaucoup plus loin, il faut traverser ce mur, il faut aller voir ce qui se passe. Alors il y aura, moi je l'ai dit, je suis persuadée, il faut que la Cour pénale internationale avec les enquêteurs y entre pour témoigner de ce qu'ils y ont vu et pour nommer, même si nous on est tous persuadés ici que ce qui est en train de se passer, comme l'ont dit les médecins, c'est un génocide, ce n'est pas un génocide qui est en train, c'est pas un risque génocidaire, il y a un génocide en cours, mais il faut pour cela, je pense aussi que les enquêteurs y entrent. Donc moi en tout cas on plaidera pour ça, pour pouvoir y retourner dès qu'on le pourra. Ensuite, moi je pense qu'en termes d'action, vraiment, d'abord il ne faut pas céder. Il ne faut pas céder, mais pas un mètre au débat nauséabond auquel on assiste aujourd'hui à longueur de journée sur les plateaux de télévision. Je le dis parce que moi je ne suis pas insoumise, mais j'ai beaucoup de respect pour nos camarades insoumis qui ont tenu la barre pendant cette période qui a été extrêmement difficile. Je le dis parce que dès le début, dans les premiers pas qu'on est arrivé d'ailleurs dans l'hémicycle, quand on a eu des mots bien avant le 7 octobre, dès qu'on utilisait, le mot Palestine, la première chose qu'on nous disait c'était vous êtes des antisémites, systématiquement. Et donc je pense qu'il ne faut pas céder sur ça, il faut continuer à se battre, et nous on le fait à chaque fois. On a effectivement des représentants de la Knesset dans notre Assemblée nationale qui passent son temps à nous insulter d'ailleurs à chaque fois qu'on prend la parole, mais on tient. On tient. Vous savez, pendant la délégation, on a un collègue à nous, François Picmac, dont le numéro a été diffusé sur les réseaux pendant qu'on était dans la délégation, disant il est présent à la délégation, posez-lui la question. Il a été diffusé partout, son numéro de portable. C'est ça la réalité en termes de pression qui est mise aujourd'hui sur ceux qui s'engagent sur cette voie-là. Il ne faut pas céder, il faut continuer à faire connaître la vérité de ce qui se passe en Palestine et, à Gaza plus particulièrement. Parce qu'on a tendance, vous l'avez vu, je pense que tout le monde a vu le double traitement qui a été fait dans la période, avec des plateaux qui étaient complètement déséquilibrés, le fait de nier la souffrance des Palestiniens, de nier ce qui se passait. Je pense qu'il faut continuer à faire savoir. Heureusement, aujourd'hui, j'ai presque envie de dire, il y a les réseaux sociaux qui existent. Et donc, ça nous permet de faire circuler l'information. Il faut continuer à déconstruire, à faire savoir. Je partage ce qu'a dit Thomas, le boycott, il n'est pas fait totalement. Là aussi, il y a des actions à mener là-dessus. Malheureusement, parfois, pour avancer, il faut taper le portefeuille. Eh bien, s'il faut en arriver jusque-là, on tapera le portefeuille. Et y compris, il faut demander des sanctions contre le gouvernement israélien aujourd'hui par rapport à ce qui se passe à Gaza. Moi, je reste persuadée que c'est par cette voie-là qu'on avancera aussi. Ensuite, on a rencontré les autorités égyptiennes, ça a été dit notamment par Ercilia. Je pense qu'ils ont été très clairs. Pour eux, ils l'ont dit, la ligne rouge, c'est l'ouverture de la frontière. Ils ne veulent pas d'une seconde Nakba. Et puis, par ailleurs, ils estiment aujourd'hui qu'ils n'ont pas la capacité d'absorber les 1,5 million de réfugiés qu'ils auraient, en plus des 9 millions de réfugiés qu'ils ont déjà en Égypte. Il y a 13 000 étudiants palestiniens aujourd'hui en Égypte. Il y a des réfugiés déjà qui sont présents. Ils les aident. Je sais qu'on a rencontré aussi l'ambassadeur de Palestine qui était vraiment très impressionnant par sa dignité quand il nous a reçus. Il y a, je pense aussi, de ce point de vue-là, il y a des choses à construire, y compris à un moment, il faut se poser la question, ça a été dit, 10 000 orphelins. Moi, je salue aussi, et peut-être, il faudra un moment, je sais qu'il y a des actions qui s'organisent, leur rendre hommage, la dignité et la résilience des femmes palestiniennes. Vraiment. Je pense que pour les avoir rencontrées à l'hôpital,
c'est un exemple. Voilà, vraiment, c'est un exemple dont je pense qu'il faudra se souvenir très longtemps. Et il y a des actions à mener. Je pense à un moment, il faudra poser la question de la levée de fonds pour aider aussi les étudiants qui sont à l'étranger, coincés à l'étranger, sans aucun moyen et sans aucun revenu, pour ces orphelins. Donc il y a des actions à construire. Je sais que l'ambassade de Palestine en France est très volontaire là-dessus. Ils vont proposer des choses. Il faut rester à l'écoute pour pouvoir justement pour pouvoir les aider. Enfin, peut-être sur l'opposition israélienne, je n'y reviens pas parce que ça a été extrêmement compliqué. On n'a pas forcément aujourd'hui de contact direct avec eux. Mais moi, vraiment, le message que je veux qu'on retienne, c'est que nous aussi, parfois, ça a été dit, on a le sentiment qu'on est inutile. On pose des questions chaque semaine quasiment au Sénat, à l'Assemblée nationale. On a des réponses qui sont parfois, d'ailleurs la plupart du temps hors sol. Je pense qu'on peut le dire clairement. Mais malgré tout, entre octobre et février, la position a bougé. Elle est en train de bouger. Et elle bouge aussi grâce à vous. Et donc c'est ça que je veux dire, c'est qu'à un moment, ils ne pourront pas faire comme si on n'existait pas. Alors peut-être que les Palestiniens sont loin d'eux, mais nous on est là. On est en France et on est capable de peser dans le débat politique. Alors je vais pas rallonger beaucoup, mais je voudrais juste rebondir sur la question du boycott. En fait, ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y a quand même pas mal de fausses listes qui circulent. Et en fait, je pense que c'est important de se référer à la liste qui a été faite par BDS. Pour une simple raison, c'est qu'en fait, on pourrait boycotter énormément d'entreprises, donc il y en a plein qui ont du sang sur les mains. Mais pour être efficace, il faut en cibler quelques-unes de précises, mettre toute notre énergie dessus. Déjà parce qu'on aura plus de gens à éparpiller celle-là, et du coup ça va forcément aussi impacter les autres qui auront peur qu'il leur arrive la même chose. Donc je pense que cette stratégie est importante à mettre en œuvre, et donc il est important aussi donc de diffuser cette liste de choses à boycotter pour que les gens soient réellement au courant de ce qu'il faut boycotter. Parce que je pense que si les gens ne boycottent pas, ça peut être en partie justement à cause de cela. Après, je pense que de façon générale, il faut être... quand tu posais la question de qu'est-ce qu'on peut faire de plus, je pense qu'il faut, malgré tout, ne pas être trop dur envers soi-même. Alors, je ne dis pas que... bien sûr, il faut être déterminé, il faut y aller à fond, etc. Mais on fait tout ce qu'on peut à notre mesure. Et voilà, c'est juste qu'il ne faut pas s'en rendre malade. On fait tout ce qu'on peut à notre mesure. Et si tout le monde faisait dire tout ce qu'il pouvait à sa mesure, finalement, ça suffirait à changer les choses. Après, juste pour répondre rapidement sur les pacifistes israéliens, alors on n'a pas eu, on n'a pas eu de contact particulier là-bas. Alors après, par contre, cela dit, j'ai pu voir sur les réseaux que l'ONG Standing Together avait réagi positivement à notre action. Voilà. Et puis pour le reste, je pense que tout a été dit. Oui, alors c'est une ONG, oui, un mouvement politique israélien, je sais pas, de gauche, pacifiste, je ne sais pas quoi dire de plus, mais... Oui, il y a des Palestiniens devant aussi, tout à fait. Et, pacifiste, mais anticolonialiste aussi. Oui, pacifiste, ce qui est important, c'est le fait d'être anticolonialiste. Et je pense que de façon générale, en fait, toutes ces voix israéliennes qui sont dissidentes par rapport à toutes ces façon colonialiste, etc., je pense qu'il faut les soutenir parce que c'est particulièrement difficile pour ces personnes de résister à la pression là-bas, parce que nous on se dit voilà, c'est très compliqué nous, en France, mais eux c'est sans commune mesure. Donc je pense que c'est important de les soutenir, de les valoriser, voilà, de les mettre en avant, quoi, et de montrer que finalement c'est pas juste, en fait, c'est même pas une question simplement d'un peuple contre un autre, c'est avant tout une question de droits humains. Et donc en fait, certes, il y a une bonne majorité d'Israéliens qui sont colonialistes, etc., mais il y en a quand même quelques-uns, même s'ils sont peu nombreux, qui sont sensibles à la question des droits humains. Il ne faut toujours pas, c'est vrai que c'est pas dur. Moi je pense que quand vous dites qu'est-ce qu'on peut faire, il faut surtout ne pas se démobiliser. Parce que le problème, c'est qu'on a l'impression que ce qu'on fait ne porte pas parce qu'on a l'impression que les victoires se gagnent. Sauf que c'est chez chacun d'entre vous, déjà, être là, ça nous donne de la force à nous. On se donne de la force mutuellement. Se sentir, quand on dit aux Palestiniens, ne pas s'isoler, ne pas croire qu'on est isolé. C'est ça le problème. Et c'est
qu'ils essayent de faire. Et aussi l'intimidation, tout ce qu'on nous déverse. Si on se laisse intimider, si on se laisse, eh bien on baisse les bras. Et effectivement, on doit faire notre part. C'est pas grand-chose, mais en tous les cas, le fait d'être là, c'est l'effet boule de neige. C'est-à-dire que le fait de ne pas baisser les bras, de continuer. Et c'est vrai que pendant un temps, ils nous avaient interdit les manifestations. On n'avait pas le droit de manifester notre soutien à la Palestine. La dernière qu'on a fait, en 2019, c'était à Barbès, on avait tous été gazés parce qu'elle était interdite. Au début, ils voulaient les interdire. Maintenant, on arrive à manifester. Donc en fait, c'est notre abnégation à notre effet de résilience aussi. N'oublions pas que la cause est juste. Il y a derrière, entre notre désarroi et ce que vivent les enfants palestiniens et le peuple palestinien, c'est sans aucune mesure. Alors nous ne devons pas les laisser. Quel que soit ce que l'on fait, on ne peut pas les laisser, on ne peut pas les oublier. Nous devons continuer, même si on a l'impression qu'on n'y arrive pas. On y arrivera. Les seules guerres que l'on perd, c'est celles que l'on ne mène pas. Eh bien, nous aussi, nous menons une guerre. Et il faut s'organiser. Et il faut porter notre voix. Et pour faire sourire, c'est vrai que, comme c'était relayé, mais pendant un temps, chaque fois qu'on prenait la parole au Sénat, on se faisait attaquer de NUPES. Surtout des égoïstes à NUPES, parce qu'ils n'avaient pas d'autre réponse. Et l'autre élément, quand on pose des questions au gouvernement, quand il parle de la Palestine, il ne cite jamais le nom des Palestiniens. Il ne dit jamais les Palestiniens. Il parle du Hamas, de tout ça, mais il ne parle jamais des Palestiniens parce qu'il tente de les déshumaniser pour justement permettre ce génocide. Eh bien, nous devons leur redonner l'humanité. Nous devons leur redonner la dignité. Et ils comptent sur nous. Ils n'ont que des militants comme nous, que ceux qui sont sensibles, parce que c'est une cause juste. C'est pas une cause contre les autres, c'est une cause pour la dignité humaine. Et il faut que la France, entre ses intérêts et ses valeurs, elle doit en faire la synthèse. Ses intérêts, effectivement, tout le monde défend ses intérêts, mais on ne peut pas le faire au détriment des valeurs. Il faut qu'il y ait le rouge. Et dans les valeurs de la République, il y a une valeur qu'on oublie, c'est la fraternité. Et la fraternité, c'est la bienveillance des uns à l'égard des autres. Et nous devons le rappeler systématiquement. Nous devons être bienveillants avec le peuple palestinien. Nous devons être bienveillants parce qu'il s'agit de l'humanité. Nous sommes les défenseurs de l'humanité. Par rapport à deux, trois choses qui ont été dites. La première, je voudrais revenir, quelqu'un a parlé de la manifestation samedi, donc c'est une manifestation effectivement en Israël contre l'extrême droite et également pour la cause palestinienne. Et je trouve que le lien est finalement intéressant. Parce que ce à quoi on assiste, moi je suis sûr que ça participe de ce que j'appelle l'extrême droitisation de nos responsables politico-médiatiques en France. Voilà. Qui est très clair depuis des mois et des années, qui a explosé de manière évidente dans la loi immigration, où ils ont pris le programme du Rassemblement national et qui se poursuit. C'est qu'ils expliquent que dans les personnes qui soignent, et par exemple qui sont atteints par des snipers israéliens, par des balles dont la caractéristique distinct n'est pas de tuer mais de blesser gravement, de façon y compris à occuper les soignants, il n'y avait pas un seul combattant. Pas un seul, ce ne sont que des civils. Et quand des snipers tirent, ils savent sur qui ils tirent. Les bombardements, on pourrait se dire, bon, après tout, ils bombardent, ils essayent d'atteindre quand même des gens du Hamas, ils s'en foutent des civils, mais des snipers, ils savent sur qui ils tirent. Ils ne tirent que sur des civils et c'est eux qui montent. Des salopards. Donc, je voudrais juste donner cette anecdote pour bien comprendre effectivement ce qui est en train de se passer. Alors maintenant, juste sur le qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, je crois qu'il faut être un peu, dans cette affaire, quoi qu'on pense d'eux, et ça me permettra de répondre au contact qu'on a eu avec l'ambassadeur d'Égypte en Palestine, qui est de fait l'autorité palestinienne, et puis aussi les commissions des affaires étrangères qui nous ont reçus. On a vraiment discuté assez de fois avec eux, égyptiennes du Sénat et de l'Assemblée. C'est que, en gros, sur les positions, c'était très proche de ce qu'on défendait, c'est-à-dire cessez-le-feu, fin des colonisations, sortie des troupes israéliennes de Gaza, fin du blocus, négociations à partir des résolutions de l'ONU, etc., etc. Mais dans ce qu'il disait, il reconnaissait quand même à la France d'avoir de nouveau une voix singulière. Notamment parce que la France demandait désormais le cessez-le-feu pérenne. Et l'autre jour, aux questions au gouvernement, elle a eu beau avoir des réponses nulles, mais elle a reparlé de cessez-le-feu pérenne, qui n'est plus la même chose qu'un cessez-le-feu humanitaire. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on prenne appui là-dessus. Ils ont des côtés insupportables, hein, ils continuent en même temps, mais n'empêche, il faut bien comprendre que la perception, y compris de ce que nous disaient les Palestiniens, c'est qu'ils considèrent que la France dit une chose un peu différente quand même dans le circuit que les Américains, etc. Donc il faut les pousser là-dessus.
Si vous dites qu'il faut le cessez-le-feu pérenne, eh ben, il faut aussi que vous admettiez la question. Je ne vais pas vous faire ce que j'ai dit tout à l'heure, mais vous voyez le tableau. Il faut jouer tactiquement sur le fait que la France est quand même considérée comme ayant mis le doigt dans quelque chose qui est l'idée d'un cessez-le-feu permanent et que pour y arriver, bah, il faut reconnaître notamment que si on veut le cessez-le-feu pérenne, c'est qu'il y a bien un problème et que ce problème s'appelle le génocide. Ça, c'était d'un point de vue tactique. Alors maintenant, sur ce qu'on peut faire les uns et les autres. Ça a été dit tout à l'heure, mais d'abord, essayons un de ces quatre une manifestation nationale. Moi, je pense vraiment, c'est-à-dire une montée à Paris de tout le monde. C'est facile qu'on soit 200 000 à Paris. Parce que, mine de rien, ça pèse. Deuxièmement, ça a été dit, il faut relancer les questions de boycott. BDS, pendant très longtemps, s'est retrouvé sur la défensive, y compris parce qu'il y a une décision de justice qui s'est faite. Je pense que, moi j'en ai discuté notamment avec eux, je ne sais pas s'il y a des gens de BDS dans la salle, mais je pense qu'il faut relancer de manière plus, c'est-à-dire à une échelle plus de masse, peut-être avec des artistes, des sportifs qui se sont engagés récemment, il faut relancer une campagne de masse sur la question du boycott pour vraiment faire mal aux Israéliens, enfin en tout cas au gouvernement israélien, je pense que c'est nécessaire. Et puis, il y a, j'ai dit manifestation, il y a ce que nous on peut faire, on va continuer à faire, alerter, faire des choses, peut-être après tout, puisqu'on nous a dit, mais comment ça se fait que vous n'allez pas en Israël, pourquoi vous allez d'un côté? Bon, ceux qui nous l'ont dit ne s'interrogeaient pas, pourquoi eux ne vont qu'en Israël. Mais après tout, pourquoi ne demanderions-nous pas l'autorisation maintenant, si vous êtes d'accord mes chers amis, de demander à l'Égypte et Israël cette fois-ci de rentrer dans Gaza, d'accord? Puisqu'ils nous disent, puisqu'ils nous expliquent qu'on ne va que d'un côté, chiche, nous on veut bien aller des deux côtés. Donc on veut bien demander aux Israéliens d'aller dans Gaza, par Rafah. Moi je propose qu'on fasse cette demande, on verra bien, ça ne coûte rien, et au moins la demande sera faite, cette fois-ci, de pouvoir passer cette porte et d'aller de l'autre côté. Voilà. Moi je pense que c'est aussi des choses qui peuvent être faites, si ce n'est nous, pourquoi pas des parlementaires européens, comme tu l'as dit. En tout cas, il faut continuer à faire ce qu'on... Voilà, moi je suis sûr qu'on peut arriver à bouger les choses. Réellement, je le crois. Et pour une bonne raison, vous savez, c'est ma conclusion. C'est que ce qui est en train de se passer, c'est une déstabilisation totale de la région. Et derrière, c'est un risque de guerre généralisée dans la région. Je ne sais pas si vous avez parlé, mais entre le Liban, l'Égypte est complètement déstabilisée. C'est ça l'histoire. Elle est déstabilisée par ce qui se passe sur le canal de Suez et ce qui se passe à ses frontières, avec effectivement la peur d'une arrivée massive et la peur en même temps que la guerre arrive sur ces terres. Mais c'est tellement déstabilisé qu'à un moment donné, les puissances occidentales, il y a aussi ce genre de choses auxquelles elles réfléchissent. Et que les intérêts de Netanyahou, parce qu'il a aussi des intérêts économiques et matériels directs, notamment par rapport aux gisements de gaz qui sont en face. Ça se dit jamais. C'est aussi ça qui fait bouger personnellement quelqu'un comme Netanyahou. À un moment donné, les puissances occidentales, elles peuvent aussi réfléchir à ce que ça coûte cette histoire. Et ça peut vite coûter, y compris d'ailleurs sur le plan économique, parce qu'il y a déjà des impacts au niveau de la situation économique. Donc moi je pense que c'est pas perdu. Écologique, c'est une catastrophe. Je pense que c'est pas perdu, au contraire, et que voilà, mobilisons-nous plus que jamais. Je vous assure, ça, l'enjeu en vaut la chandelle. Juste un petit mot sur la question en particulier d'avoir de notre côté des Israéliens qui sont dans l'opposition. C'est sûr que c'est pas seulement des Israéliens dans l'opposition d'ailleurs, mais aussi des Juifs français dans la communauté internationale qui sont pour la paix. Et ça, c'est aussi un travail qu'on doit faire, c'est créer des liens. Créer des liens pour résister. On parlait de résistance tout à l'heure, créer des liens pour résister, c'est ne pas rester tout seul. C'est ne pas créer des camps intangibles qui, soi-disant, sont inconciliables. C'est de dire que oui, quand on fait un vrai constat, on est ensemble avec les gens de bonne volonté, et il y en a de ce côté-là, bien entendu. Je veux dire, on a reçu, nous, au Sénat, à plusieurs reprises, des pacifistes juifs qui sont venus nous rencontrer. On va continuer à le faire, je pense maintenant. J'ai eu beaucoup, moi, en revenant de Rafah, j'ai eu des messages de plusieurs associations. Donc je pense que, et ça a été bien perçu, parce que je crois que notre message était clairement un message qui était de dire on veut la paix, et non pas on veut détruire l'autre. Ce qui est quand même
ce qui est en train de se passer du côté de Netanyahou. Et il y a beaucoup d'Israéliens. Alors après, et bien sûr, avec ce qui se passe, les choses se clivent de plus en plus, mais il en reste, bien sûr, il y a encore une gauche israélienne qui existe. Il y a des mouvements juifs en France et en Europe qui, pour la paix, qui ne sont pas de ce côté-là, et il faut arriver aussi à leur reparler pour que, et aux États-Unis, pardon, oui, absolument. Je parle de l'Europe parce que je pense qu'on a un travail particulièrement fort à faire en Europe maintenant, nous. Ça n'empêche pas de parler avec les États-Unis. Vous savez, par exemple, vous parlez de Palmet tout à l'heure, donc des médecins. Les médecins de palestiniens et français, c'est une association française, européenne, mais ils sont aussi aux États-Unis et ils viennent aussi. Et ça, c'était un truc qui a quand même fait chaud au cœur, comme je vous le dis, parce qu'il y a des gens qui viennent de tous les pays pour être solidaires. Et qui viennent, c'est ça qu'on nous a aussi raconté, qui viennent dans Gaza, qui n'étaient pas seulement de l'autre côté, mais qui étaient dans Gaza, dans Rafah côté Gaza, pour venir soigner, pour venir aider, et qui est resté sous les bombes quand même. Donc je pense que tout ça aussi, il faut le dire. C'est pas, il y a des choses terribles qui se passent, et puis il y a cette solidarité, plus ou moins naissante, et qui résiste à cette oppression et à cette tuerie, à cette destruction massive. Donc mais en tout cas, notre rôle, et votre rôle aussi d'ailleurs, parce que nous, on est des passeurs multipliés par 10, mais vous êtes aussi des passeurs, c'est aussi de trouver des alliés, dans tous les camps, j'allais dire, pour lutter contre cette extrême droite de Netanyahou qui tue tout un monde. Merci. Oui, quelques petits mots de conclusion. D'abord, une fois de plus pour vous remercier, parce que depuis que vous avez été élus, dès les premières semaines de votre élection, certains d'entre vous, je pense particulièrement à Ercilia et à Thomas, nous sommes en lien permanent, nous travaillons à des campagnes, vous avez reçu des Palestiniens que nous avions invités à l'Assemblée nationale. Enfin, voilà, tout ça pour nous, c'est extrêmement important. Je pense que pour vous aussi, c'est quelque chose qui nous nourrit mutuellement et c'est quelque chose qui compte pour les Palestiniens. Ça a été dit plein de fois ce soir. Nos mobilisations, elles sont importantes ici, mais elles sont vraiment importantes là-bas. Quand le soir, après les manifs, on envoie les images à nos amis là-bas, on reçoit plein de cœurs, des cœurs, tellement ils sont contents de voir qu'on se mobilise. Quand ils ont su que les manifs n'étaient plus interdites en France, ça a été pour eux leur victoire. C'était la nôtre, mais c'était la leur. Donc ça, vraiment, les manifestations, c'est extrêmement important pour nous, par rapport à nos autorités, mais par rapport aux Palestiniens pour qu'ils ne se sentent pas seuls. Alors, Eric, tu demandes, est-ce qu'il y a BDS ici? Ben oui, il y a BDS et il y a la FPS. La FPS, nous sommes des militants du BDS. Et d'ailleurs, vous pourrez avoir la fameuse liste de produits. Nous avons établi une liste de produits à partir des listes du BNC, du Boycott National Committee, d'entreprises et de produits à boycotter. Donc, vous allez pouvoir repartir avec. Juste, je ne sais plus lequel de vous disait, il y a eu BDS un peu en dessous avec les procès et tout. Nous avons gagné. BDS est légal. Et c'est pas parce que des gens comme Manuel Valls répètent des mensonges que ça devient des vérités. Nous avons gagné à la Cour européenne des droits de l'homme et il est légal d'appeler au boycott à partir du moment où il n'y a pas d'appel à la haine. Mais nous n'appelons jamais à la haine. Nous appelons à boycotter pour faire pression sur Israël tant qu'Israël ne respecte pas le droit international et je crois que là on a une petite liste. Je reviens sur les prisonniers. Je reviens sur les prisonniers parce qu'ils sont en Cisjordanie 3600 de plus qu'avant le 7 octobre. Très clairement, Israël a reconstitué un stock dans la perspective des échanges. Donc quand on nous fait pleurer sur le 1 pour 3, le 1 pour 5, ils en ont mis 3600 dedans, sans compter les milliers de ceux qui sont à Gaza, torturés tous les jours dans des conditions absolument épouvantables. Donc ça, c'est pour les prisonniers. Que faire? Les manifs, on l'a dit, et puis parlons de Palestine. Parlons de Palestine.
donnons la parole aux Palestiniens et parlons de Palestine. Donc ce week-end, il va y avoir des manifestations partout en France, des rassemblements. Nous appelons, nous, à FPS, à un mot d'ordre très clair. 4 mois d'horreur, ça suffit. Fin du génocide, halte au génocide. Un génocide, ça ne se regarde pas, ça se combat et ça s'arrête.